Bonjour à toutes et à tous, très heureux de vous retrouver dans le podcast Hors Jeu Capital pour débriefer toute l'actu du club de la capitale. 229e numéro déjà, et oui, on est content d'avoir repris avec vous depuis le début de l'année 2023 et une nouvelle fois, si vous n'étiez pas avec nous présents sur le live Twitch, on vous souhaite une nouvelle fois une très très bonne année 2023 et tous nos voeux. Pour ce 229e numéro du podcast, on va revenir évidemment sur la victoire parisienne hier au Parc des Princes face à Angers lors de la 18e journée avec des buts d'Hugo Ekitike qui enchaîne et de Léo Messi pour ce retour post-Coupe du Monde. On va débriefer tout ça avec des focus particuliers sur certains joueurs, notamment je le disais, Ekitike qui a été très bon et Nordi Mukiele qui enchaîne bien et auteur de 2 passes décisives hier. Et après le match, après le débrief du match, on terminera le podcast avec l'affaire Le Gret qui secoue le football français depuis quelques jours. On reviendra dessus avec les chroniqueurs du jour. Justement, les chroniqueurs du jour. Yacine Alned, présent au Parc des Princes hier, évidemment accrédité par United. Comment ça va, Yass? Comment était le match hier vu du parc? Salut à tous. Ça va? Bah écoute, c'est génial. Paris est premier. Paris est en Ligue des Champions. Paris marche sur le monde du football. Donc, il n'y a pas de quoi se plaindre. Voilà, on s'éclate, on s'amuse, on voit du football. Bon. C'était horrible. Voilà, c'était horrible. Mais on va y aller tranquillement parce que si je démarre trop vite. Bon, le podcast va être rapide si on dit ça, que le match a été très bien. Non, mais en vrai, Yacine, je te ferai rebondir dessus parce que les commentateurs de Canal+, qui étaient présents sur place, qui étaient Paul Chucré et Habib Beye, surtout Habib Beye a dit, même les deux, Habib Beye a dit surtout qu'ils s'étaient vraiment ennuyés et qu'il y avait très peu d'intensité et qu'ils n'avaient pas apprécié et que pour eux, c'était difficile de raconter, de commenter le match parce qu'il n'y avait pas vraiment de rythme, etc. Donc, tu vois, ça rejoint ce que tu dis, c'était les commentateurs du match. Donc, Je crois aussi qu'ils ne pouvaient pas vraiment dire autre chose sur ce coup-là. Non, mais tu sais, ils pourraient dire victoire 2-0. Tu vois, tu sais comment c'est, des fois, le temps de tu peux pas forcément aller. Bah, là, les fameux matchs qu'il faut gagner. Voilà, c'est ça. Bon, est-ce que je vais voir mon compère Samy Mochtabi. Comment ça va, Samy? Bonne fête 2023 si tu reviens avec nous sur le podcast pour l'année 2023. Très bonne fête, Samy, et très heureux de te retrouver pour le podcast. Bonjour à tous, bonne année à tous, ça fait longtemps. Ça fait plaisir de revenir parmi vous et de discuter de la meilleure équipe de France. C'est toujours un plaisir. Tu as oublié qu'on est champion d'automne aussi. On est champion d'automne. Ah, je voulais le dire en plus, j'ai oublié. Oui. Ouais, bah alors là, vraiment, il faut le préciser. Vraiment, il n'y a pas de quoi se plaindre. Ah, mais on est bien, hein, tu vois. Oui. Donc, mais ça reste un titre honorifique. Bon, après, oui. C'est vrai que c'était pas fou. On va revenir dessus, mais vous savez, vous connaissez, je pense, maintenant mon optimisme, pardon, et ma façon de penser. Donc, je pense qu'il va y avoir de très beaux débats. Oui, champion d'automne officiellement, mais il reste un match avant la fin de la phase aller, puisque c'était la 18e journée hier, et il y aura la 19e journée qui se terminera avec un très très beau Rennes-PSG. Ce sera dimanche soir à 20h45. Donc, on le disait au point de vue du classement quand même, parce que c'est la première information, le PSG qui prend le large quand même, avec donc la victoire, combinée la victoire du PSG et le match nul du RC Lens à Strasbourg hier. Le club de la capitale compte désormais 6 points d'avance, donc Paris 47 points, Lens 41 points, et Marseille, avec sa victoire hier face à 3, 2-0, revient à la 3e place avec 39 points. Voilà l'information quand même principale de ce match hier. Rentrons dans le débrief général. Yacine, je me tourne vers toi qui était au parc hier. Alors j'allais poser cette question, mais du coup tu as commencé à peu me répondre. Comment tu as trouvé le match du Paris Saint-Germain avec les retours de Léo Messi, le retour de suspension de Neymar, l'absence de Kylian Mbappé, avec le retour de la défense en forme, on en parlera après. Comment tu as trouvé ce match? Je ne vais pas te demander si tu as pris du plaisir, parce que j'ai un peu compris pour ta première réponse, mais comment tu as trouvé le match des Parisiens? Bah écoute, sans envie, sans intensité, sans rythme, sans idée, un milieu de terrain qui est pas capable de jouer vers l'avant, des joueurs qui marchent, tu passes 3 fois sur les côtés, tu as 2 grosses occasions, tu marques 2 buts, mais tu continues à t'entêter à jouer dans l'axe. Tu joues avec 3 défenseurs qui n'apportent rien. Ouais, c'était un mauvais match. Alors Christophe Galtier, en conférence de presse d'après-match, a dit qu'il était satisfait du comportement de l'équipe. Alors, soit il a baissé son curseur au plus bas, et pourquoi pas, soit il se moque de nous, comme il se moque de nous sur les titularisations de Zahir Emery, etc. À un moment donné, la com, ça va 2 minutes. Je veux bien que tu protèges ton groupe. Le truc du PSG, c'est qu'on nous explique toujours, il y a toujours des excuses. Il y a Messi qui revient de la Coupe du Monde. Il y a le retour de la Coupe du Monde. Il y a les joueurs qui manquent d'automatisme parce qu'il y a eu une trêve de 6 semaines.
Et puis après, c'est l'hiver. Et puis après, il y a le match de Bayern qui est dans les têtes. Et puis après, il y a toujours des excuses pour nous expliquer ces matchs insipides où il ne se passe rien, où on s'ennuie, il n'y a pas d'intensité, il n'y a pas d'envie, il n'y a pas de joueur de caractère. Pourquoi pas? Moi, en tout cas, ce que j'ai vu hier, c'est une petite équipe qui, en plus, s'est fait bouger 20 minutes par la lanterne rouge du championnat, qui a 8 points et 2 victoires en 18 matchs. Voilà. Je lis, pour aller dans le prolongement de ce que tu dis, Yacine, je salue ceux qui nous rejoignent sur le chat, sur le live Twitch. Karim McFly75 qui dit, ça rejoint tes propos, Yacine, qui dit: ce positivisme et ce manque d'exigence des supporters me fascine. Comment peut-on se satisfaire du niveau affiché? Le problème de l'avènement des stats dans le sport. Et il y a ce bois de fer qui dit: faut être franc, les matchs de janvier, c'est jamais fou. Voilà pour. Le problème, c'est que nous, en novembre, c'était pas fou, en octobre, c'était pas fou non plus. Donc à un moment donné, c'est quel mois qui est fou? Bon, Samy, toi, comment tu as trouvé ce match? Est-ce que tu es sur la ligne de pensée de Yacine, ou est-ce que tu as pris du plaisir quand même à voir évoluer, par exemple, je sais pas, le retour de Léo Messi, dont on reviendra tout à l'heure, on fera un focus particulier, mais est-ce qu'il y a des choses qui t'ont fait plaisir hier, Samy? Moi, le retour de Messi, pas forcément. J'avais pas forcément envie de le revoir après ce qu'il nous a fait subir il y a à peu près un mois. Donc, j'étais pas pressé de le retrouver, mais c'est toujours bien de le voir marquer. Hein. Quand il marque sous nos couleurs, là, c'est beaucoup moins douloureux. Ensuite, oui, je rejoins Yacine. Encore une fois, moi, je vais pas être là à défendre la qualité de jeu ou le spectacle affiché. C'est clair que ça manque de sel et de poivre un petit peu, hein, ce que nous propose le Paris Saint-Germain depuis quelques semaines, ou même pas le début de saison parce qu'il y avait eu quand même des choses sympathiques, mais on va dire depuis 2 mois, c'est vrai que c'était pas la fête à la saucisse, et ça continue un petit peu sur la même lancée. Maintenant, Yacine nous dit qu'on peut pas sortir les excuses habituelles, donc je sais pas comment je vais faire aujourd'hui parce que j'en avais une valise pleine. D'ailleurs, même Galtier, hein, bord terrain, fin de match, où il explique tout de suite, lui, il parle de la difficulté de reprendre la dynamique après une Coupe du Monde. Il avait l'air d'ailleurs assez affecté, hein, par rapport à ça. Où il disait que c'était vraiment. Il était malade hier. Hein. Je ne sais pas si oui. tu as noté, il avait une grippe. Il avait un petit médicament sur le banc de touche. Ça explique surtout qu'il n'était pas trop en forme. Surtout que Mukele a fait la Coupe du Monde, Bernat a fait la Coupe du Monde, Ruiz a fait la Coupe du Monde. Non. Tiki a fait la Coupe du Monde. Oui, non, mais justement, il fait la Coupe du Monde. Non, mais après, il parlait de la dynamique d'équipe. Donc c'est sûr, il a été forcé aussi justement de mettre des joueurs différents, mais je pense que oui, ça peut impacter. Après, on sait que les matchs du mois de janvier, même si apparemment, ce que nous a dit Karim McFly, j'aime beaucoup d'ailleurs le pseudo, que voilà, c'est pas forcément. En fait, il faut trouver une juste limite. Soit on est très 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 exigeant, et apparemment toutes les grandes équipes en janvier, elles doivent gagner 8-0 en développant un jeu extraordinaire, et voilà, que de la bonne volonté, de l'offensive, même quand tu joues le dernier de ton championnat. Soit on peut se dire aussi que parfois il y a peut-être aussi d'autres éléments qui entrent en compte et qui peuvent affecter le niveau de jeu. Il faudrait juste trouver une sorte de limite, mais une sorte d'équilibre, pardon. Et c'est plutôt là où je vais me positionner moi aujourd'hui. Je continue à lire vos réactions sur Twitch. Il y a le Foufou Twitch qui rejoint ce que tu dis, Samy, qui dit: pour être honnête, le constat est global post-Coupe du Monde pour les gros d'Europe quand on voit Manchester City évoluer, ou le Real, où c'est pas fameux dans le jeu. Et voilà, il n'y a pas que le Paris Saint-Germain qui. Il n'y a pas d'équipe qui survole, quoi. De grosses équipes qui survolent aujourd'hui. Non, mais par contre, en termes d'intensité, c'est un petit peu au-dessus quand même. Ouais, mais je demande même pas du jeu. Je demande au moins d'avoir des joueurs qui ont envie de courir, qui ont envie de faire des passes claquées, qui ont envie de jouer vers l'avant. Je demande même pas que ce soit exceptionnel. Juste un peu d'envie, quoi. Eh ben, justement, Samy en parlait. Je vais vous lire la déclaration de Christophe Galtier sur la réaction déjà sur le match. Au micro de Canal+, il a dit: je suis satisfait du comportement de l'équipe dans le sens où on renoue avec la victoire. On est post-Coupe du Monde, donc c'est difficile de retrouver des repères, et de temps en temps, il manquait quelques connexions qu'on voyait plus fréquemment avant la Coupe du Monde. Chacun doit vite se retrouver dans les plans de jeu. Ce n'est pas simple, tout le monde n'étant pas au même niveau athlétique. Et c'est aussi pour ça que j'avais opté pour cette organisation-là en 3-4-2-1, même si on n'avait pas travaillé lors des deux dernières séances, car on risquait de manquer d'intensité et de rythme. On doit avoir la capacité de pouvoir jouer dans différentes animations. Et dimanche,
ce sera un autre match face à Rennes. Vous voyez à l'image les compositions hier concoctées par Christophe Galtier et le nouvel entraîneur d'Angers, Boisama, qui a remplacé donc Gérald Batic. Yacine, sur l'analyse de Christophe Galtier, je lisais une réaction qui disait Galtier, il est très bon c'est le meilleur en analyse, mais rien ne change, ça me fume. Ouais, c'est ce que j'avais dit il y a 2-3 semaines. Mais c'est ce qui me dérange. Il a vu des choses il dit qu'on va manquer d'intensité. Mais pourtant, évidemment, oui, il a raison, l'équipe a manqué d'intensité. Mais par contre, il n'apporte rien. Ça veut dire qu'il n'y a pas de changement avant la 79e. Il ne corrige pas les joueurs. Le système, il est ce qu'il est. Il y a l'animation, on en a parlé plein de fois. Mais malgré tout, ce système-là, à 3 défenseurs, si tu veux apporter quelque chose, il faut qu'il y ait au moins un de tes 3 défenseurs, quand il a le ballon, déjà qui s'écarte sur la largeur pour étirer le bloc adverse. Là, ils étaient sur 20 mètres. Enfin, je veux dire, il y a plein de choses. Moi, je veux bien que le constat soit bon, encore une fois. Mais est-ce que le fait que, OK, les joueurs ne soient pas tous au même niveau athlétique, pas de problème. Par contre, quand Vitinha ou Ruiz limitent leur nombre de passes vers l'avant, il y a une situation où Ruiz, en deuxième mi-temps, il est dans le rond central. Il est tout seul. Il n'est pas pressé. Il reçoit un ballon, je crois que c'est de Marquinhos, si je ne dis pas de bêtises. Il fait une passe à Donnarumma. Non, mais attends. Mais normalement, dans la seconde qui suit, je prends un joueur qui a l'échauffement, je le sors. Ouais. T'as raison, Yes, parce qu'il y a plusieurs moments dans le match où Christophe Galtier, il a râlé un moment sur un corner, je crois, ou un coup franc, et Ruiz revient derrière, fait une passe à Donnarumma ou même à Marquinhos, et du coup, tu recules de 20 mètres alors que tu avais une situation d'occasion de but, quoi. Mais c'est ça, mais c'est incroyable. Donc, moi, je veux bien l'intensité, mais déjà, juste l'état d'esprit et l'envie de jouer, elle n'est pas là. Même si tu n'as pas d'intensité, tu joues Angers, qui est dernier du classement, qui est en souffrance totale, qui vient de perdre ses 9 derniers matchs, je crois, de championnat. Non, mais tu ne peux pas faire une passe en arrière à Donnarumma quand tu es dans le rond central. Que devant toi, parce qu'il était dos au jeu, il y a Ramos, Danilo et Marquinhos à 10 mètres. Donc déjà, tu n'es pas obligé de reculer jusqu'à Donnarumma. Que tu n'es pas attaqué, donc tu peux te retourner. Et le mec, non, mais c'est pas possible. Moi, le problème, c'est qu'il n'y a pas de collectif. Et ces matchs-là, tu vois la différence avec certaines équipes dont vous avez parlé, là, City et tout. Bien sûr que moi, je comprends qu'il y ait des matchs qui ne soient pas bons, même s'il y en a un peu trop de notre côté, mais voilà. Le truc, c'est qu'en fait, comme il n'y a pas de collectif, tu ne peux même pas t'appuyer sur quelque chose de maîtrisé, où tu vas dire, voilà, les courses, tranquille, tu les fais, techniquement, c'est propre, et on va aller finir parce que malgré tout, tu joues que Angers. Ben, tu ne peux même pas t'appuyer là-dessus parce qu'il n'y a pas de collectif. Et comme tu ne comptes que sur les individualités, bah ouais, quand il y en a 2 qui sont un peu moins bien et un qui est absent, ben, il ne se passe rien. Voilà, tu as 3 occasions dans un match contre Angers. C'est pas possible. Et Samy, c'est vrai que ce que pointait Yacine Doua, c'est aussi ce qui était le cas face à Strasbourg, qui eux aussi ils sont en difficulté dans cette saison en Ligue 1. Et s'il n'y a pas un penalty de Kylian Mbappé dans le temps additionnel, tu fais match nul au parc face à Strasbourg. Je pense que c'est aussi ça ce que pointe Yacine, c'est de ne pas se mettre à l'abri rapidement et dès qu'ils ont mis le premier but, de relâcher un peu et de ne pas jouer ultra rapidement. Oui, c'est vrai que c'est aussi la difficulté d'être au-dessus intrinsèquement et enfin sur le papier globalement sur quasiment l'entièreté du championnat. Ça on le savait. Moi je pense que c'est compliqué et ça c'est une réalité. On peut dire que c'est une excuse ou autre, mais c'est compliqué pour un joueur de haut niveau d'être à 100% sur une année entière de football. Après on peut me dire oui, mais ce sont des professionnels ou autres. Ça reste quand même globalement tous des êtres humains. Donc sur ce côté-là, moi, je vais pas les blâmer. Je parle pour ceux qui sont titulaires et qui forcément sur une année, même si le poncif le plus important, c'est les 3 points, je suis désolé, mais dans la tête d'un athlète de haut niveau, c'est une réalité. C'est-à-dire que sur 60-70 matchs, ils vont pas tous les jouer comme si c'était le même, malheureusement, hein, c'est comme ça, ils sont humains. Nous-mêmes, on ferait pareil, hein, c'est comme ça. Et que il peut s'avérer parfois que tu te gères, que parfois dans une saison, il y a des
des périodes où tu es peut-être un peu moins bien, que ce soit physiquement ou même dans la tête. On sait que l'hiver, ça peut causer des problèmes à certaines personnes. C'est pas la meilleure période pour performer. Et voilà, il y a des choses qui peuvent arriver. Moi, je parle pour être titulaire maintenant. Moi, là où je trouve ça dommageable, c'est qu'aujourd'hui, on a un 11 à peu près, on va dire, il y a quoi? Il y a 5 titulaires qui étaient absents, à peu près. Globalement, on va dire les deux latéraux. Tu as un milieu, tu as Verratti qui rentre à la place de Ruiz et Ekitike qui saute pour Mbappé. Après, on peut discuter sur la présence de Presco ou pas à la place de Danilo. Mais globalement, on va dire que c'est une équipe à moitié remaniée. Donc, il manque quand même 5 titulaires sur cette équipe présente face à Angers. Moi, ce qui me dérange, c'est en fait la performance des joueurs qui ont approuvé. Et si tu regardes un joueur comme Ruiz, un joueur comme Bernat aussi sur la fin de match, là, le peu d'envie qu'il met sur les passes en retrait où on aurait pu avoir plusieurs occasions de but où il est tout mou, où il donne pas d'envie. Moi c'est plus ça qui me dérange en fait. Alors je sais pas si c'est au niveau du management de Galtier où il leur montre que finalement il y a peu de possibilités de gagner une place dans le 11. Et donc, il leur montre peu d'opportunités, donc ça ne les motive pas. Ou alors, c'est eux qui ne se sentent pas. Parce que un joueur comme Ruiz, par exemple, tu l'as dit, c'est quand même un match assez rêvé pour lui. Tu joues le dernier, tu joues le dernier de Ligue 1 et tu te fais au final manger par son milieu parce que Bentaleb hier il surclasse Ruiz dans les prises de décision et ça c'est pas normal. Ruiz normalement c'est un joueur qui aurait dû sur le match d'hier montrer beaucoup plus et rien qu'un sentiment d'envie de vouloir appartenir à ce 11. Hier moi j'ai pas vu ça sur toute la soirée et c'est là où c'est plus problématique, c'est-à-dire la performance des remplaçants qui eux te montrent que vraiment ils ne vont rien t'apporter. Yacine, je te voyais lever la main. Ouais, parce que je voulais répondre. On m'a dit, j'abuse, il n'y a pas eu 3 occasions. Alors déjà, je vais vous donner les tirs. Il y a eu 9 tirs hier. Donc c'est un des plus faibles total de la saison du PSG. Entre la première et la 15e minute, il y a un tir, c'est le but. Entre la 16e et la 30e, il y a un tir. Entre la 31e et la 45e, il y a un tir de chaque côté. De la 46 à la 60e, il y a un tir parisien, 2 tirs angevins. De la 60 à la 75e, il y a un tir de chaque côté. Et dans le dernier quart d'heure, enfin, il y a Paris qui tire 4 fois au but. Donc, ok, peut-être qu'il y a eu des situations un peu plus intéressantes dans le dernier quart d'heure, mais qu'on ne me raconte pas d'histoire, pendant 70 minutes, il n'y a rien eu. La deuxième chose, c'est, je vais montrer une stat. Sur les 4 joueurs défensifs, donc Ramos, Danilo, Marquinhos et Vitinha, ils ont touché plus de 50% des ballons du PSG contre une équipe d'Angers qui est dernière du classement. Mais ça ne vous pose pas de problème. C'est-à-dire que le ballon, il est resté derrière entre les 4 à tourner, à rien faire, mais ça pose de problème à personne. Non, mais moi, je pense qu'il y a un moment donné. Tu vois, l'année dernière, je vais revenir vite fait là-dessus. L'année dernière, quand ça avait sifflé après le Real, j'avais dit, et personne ne m'avait compris, en tout cas pas beaucoup de monde, j'avais dit, fallait siffler avant pour bien faire comprendre que oui, tu étais premier, mais il y avait déjà plein de choses qui n'allaient pas. Après, c'est trop tard. On m'a dit, tu ne peux pas siffler quand tu gagnes, etc. Si, tu peux siffler quand tu gagnes, justement. Moi, je pense que c'est le moment où tu dis, je crois que vous vous foutez de nous. Dans un mois, il y a le Bayern. Il faut arrêter les conneries. Et encore une fois, je ne suis pas en train de dire que tu vas te faire défoncer par le Bayern parce qu'on sait que le foot, c'est spécial. Si les mecs ont un peu envie et que… en tout cas, ce qui est sûr, c'est contre le Bayern, tu ne gagneras pas par rapport à ton collectif et tout ce que tu as préparé. Tu gagneras si tes individualités ont envie de faire un gros match et font les différences. Voilà, c'est aussi simple que ça. Mais tout ça pour dire que, en fait, il se passe rien dans cette équipe. Mais on est là, on est content. Voilà. Quand tu critiques, on te dit, tu es premier, tu es encore en Ligue des Champions, tu n'as perdu qu'un match, tu bats Angers 2-0. Voilà. C'est de la gestion aussi, ça aussi. Ça aussi, à un moment donné, on est dans le football moderne. Hein. Tu joues 70 matchs par an. Ça s'appelle aussi de la gestion. Et c'est ce que font la majorité des grands clubs. Je t'invite à voir, par exemple, le Bayern qui est encensé parce que voilà, ils ont une domination extrême sur leur championnat et leur coupe. Je suis désolé, mais en termes de production, c'est à peu près équivalent. Moi, je veux juste, en fait, j'essaie juste de voir ailleurs. À part City qui maintient une constante dans son jeu, et encore, on l'a vu récemment avec l'élimination contre Southampton, je suis désolé, ça s'appelle aussi la gestion. Oui, c'est la gestion d'une saison. La gestion, c'est toute la saison. Et cette saison, jusqu'à preuve du contraire, tu t'es fait défoncer à Lens,
tu n'as pas battu Benfica. Tu as souffert à Turin contre cette Juve-là. Tu as souffert à Haïfa. Je veux dire, à un moment donné, moi, je veux bien la gestion. Mais on en est pratiquement à 30 matchs joués en tout avec la Ligue des Champions, etc. Sur 30 matchs, à part les 3-4 du mois d'août, depuis, je suis désolé, mais il n'y a pas de contenu, il n'y a pas d'intensité. Tu gagnes sur ton talent et c'est tout. Voilà. Donc, moi, je ne suis pas là à dire sur 30 matchs, tu dois en faire 30 exceptionnels. Mais est-ce que nous, on a le droit quand même de vivre une quinzaine de matchs où tu domines, où tu joues, où tu te crées des occasions, où tu prends du plaisir, où il y a du jeu? Voilà. Est-ce qu'on a le droit à une quinzaine, 50% des matchs? Après, Lens, globalement, il tombe mal. Il tombe mal dans le calendrier. Je ne suis pas sûr que tu joues. On joue Lens avant la Coupe du Monde. Je ne suis pas sûr que ça se trame de la même manière. Après, ouais, enfin, l'année dernière, il tombe aussi et tu te fais défoncer. Enfin, je veux dire, tu fais match nul, mais tu n'existes pas pendant 85 minutes. Bon, moi, je veux bien, encore une fois, il n'y a pas de problème sur le match de Lens. On peut le placer là. On verra plus tard. Mais il y a quand même des trucs qui ne vont pas dans les attitudes. Moi, encore une fois, je répète, des joueurs, ils ne peuvent pas tout réussir, il n'y a pas de problème. Mais dans l'état d'esprit, dans les attitudes, il y a des choses qui ne vont pas. Samy, j'allais te poser une question avant qu'on rentre dans le premier focus, on va dire, de notre podcast avec la défense à 3. Je sais que la qualité du jour n'est pas celle de dans un mois et demi, enfin dans un mois, pardon, et 2 jours, pardon. Par rapport au Bayern, pas d'inquiétude particulière, on est d'accord? Parce que le Bayern aussi a ses difficultés, a aussi ses blessés. Sadio Mané est toujours blessé, Théo Hernandez. Ils ont Manuel Neuer surtout qui est absent. Ils ont toujours pas recruté de gardien. Donc, je me projette déjà un peu dans l'affrontement, mais est-ce qu'il y a des choses toi qui t'inquiètent comme le dit Yass? Non, aujourd'hui non. Après, je peux comprendre dans le chat parce que oui, c'est vrai qu'encore une fois, moi je suis quelqu'un de très optimiste. Surtout quand ça concerne les équipes que j'aime bien regarder. Après, c'est vraiment deux visions opposées. Je peux comprendre l'exigence, mais moi j'ai du mal avec la surexigence, tout simplement. Après, je vais pas paniquer aujourd'hui parce que à un moment donné, on commence à avoir de l'expérience, nous tous, hein, mais le chat y compris. Hein, on regarde les matchs, on voit comment ça se déroule. On a déjà affronté ce genre de situation, surtout les supporters parisiens, ils sont quand même habitués à ce schéma où Paris ne performe pas forcément avant une rencontre de Ligue des Champions. Et bizarrement, quand la petite musique arrive et que le gros événement se met en place, et ben Paris souvent a répondu présent aussi sur des matchs où on ne les attendait pas forcément, où on les donnait perdants d'avance parce qu'ils n'avaient pas montré une grande intensité contre Dijon 2 semaines auparavant. Et en fait, moi, je comprends pas qu'aujourd'hui, après justement toutes ces expériences que nous avons vécues, on ne comprenne pas qu'on a une équipe, malheureusement ou heureusement, je ne sais pas, composée d'individualités qui, eux, se transcendent, en tout cas, sur les gros événements. Aujourd'hui, alors après, c'est peut-être un défaut de la direction sportive qui a bâti une équipe et non pas un collectif sur cette idée. Aujourd'hui, on a des joueurs, un joueur comme Messi. Hier aussi, Messi, ok, il fait sa rentrée, mais il marche quasiment tout le match. Hier, il est en détente totale. Notre ami Léo Messi, c'est quand même assez impressionnant. Il marque son but en marchant. C'est tout le monde qui fait tout le travail à côté. Neymar, je vais pas en parler. Lui, il est encore éliminé de la Coupe du Monde, je crois. Donc, voilà, on a une équipe aujourd'hui qui, à l'instant T, je pense, répondra présent, avec aussi l'ajout du meilleur joueur du monde, qui est français, qui va aussi apporter beaucoup lors de ce genre de rencontre. Donc en fait, c'est plus, en fait, moi je contredis pas Yacine sur la qualité de jeu, sur la production parisienne des derniers mois. Je pense qu'il faudrait être fou pour venir contester cela. Oui, Paris ne joue pas bien. Oui, Paris ne réussit pas à convaincre totalement. Sur l'entièreté d'une rencontre, ne réussit pas à dominer totalement son sujet. Alors, est-ce que oui, c'est problématique? Au final, non, parce que Paris continue à engranger des points. Et je pense que ça va être un peu le même débat comme chaque saison. Ce sera problématique si Paris se foire sur ses objectifs, sur ses grands objectifs sur les prochains mois. C'est là où comment dire, le débat prendra fin et on verra qui gagnera. Mais aujourd'hui, sincèrement,
moi, je ne suis pas affolé à l'idée d'affronter le Bayern de Munich parce que je suis convaincu que Paris répondra présent. Je ne peux pas vous dire que Paris va gagner parce que je ne suis pas devin, je ne suis pas Nostradamus, mais je suis convaincu que Paris fera match avec le Bayern et aujourd'hui, je ne vois pas le Bayern favori face au Paris Saint-Germain. Je pense que Paris Saint-Germain au complet, à 100% avec ses joueurs concentrés, ça peut soulever les Munichois. Donc, je reste confiant par rapport à cela. Ça peut. Et d'ailleurs sur les 6 dernières années, Paris ne sort pas 4 fois en huitième de finale. Ah, si. Très belle punchline. Très belle punchline. Mais par exemple, Paris avant le match contre le Real, on se dit c'est compliqué. Paris gagne. Paris avant le match contre le Barça, c'est compliqué. Boum, tu mets 4-1 au Camp Nou. Il y a eu aussi, enfin, tu vois, faut pas. Après, il y a eu des scénarios sur le match retour qui sont différents. Mais moi, je parle sur la confrontation. Comme quand on joue le Bayern après le Barça, tout le monde dit que le Bayern va rouler sur le PSG. Et il me semble que c'est aussi le Paris Saint-Germain qui gagne et qui passe en demi-finale. Donc, tu vois, tu as aussi des scénarios qui nous sont favorables par rapport à ce genre de grande confrontation sur les années récentes. Tu sors 4 fois en 8e sur 6. Tu l'as déjà dit. Donc, après face à Manchester, c'est un autre c'est un autre contexte puisqu'on était favori et là c'est pas la même chose. Moi je parle de quand on affronte un très gros adversaire et qu'on nous donne forcément perdant ou parce que on a mal joué contre 3 au stade de l'Aube par moins 5 degrés, dis donc on va, et puis finalement Paris réussissait à performer face à un grand adversaire européen. Moi je parle de ces situations-là parce que Manchester on était favori et on connaît que le statut de favori pour le Paris Saint-Germain c'est pas quelque chose qui nous sied parfaitement. Yacine. Non, mais ça, il n'y a pas de problème avec ça. Mais je redis, pour finir là-dessus, c'est que ce ne sera pas grâce à ton collectif et tout ce que tu as préparé depuis le début de saison, ce sera grâce à tes individualités qui auront sorti le match qu'il faut. Je lis les commentaires sur le live Twitch pour continuer le débat entre Samy et Yacine. Anseka 97-121 qui dit « Avoir des individualités n'empêche pas d'avoir une idée de jeu quand tu construis. Le jeu part toujours du gardien, individualité ou pas. Ça manque d'intensité, d'envie, de prise de risque. » Et Jean-Michel Aplati. Je me dis que c'est pour Jean-Michel Apathy. Ok, on va être impliqué sur les gros matchs, montrer de bonnes choses, et ça se finira comme d'hab, même cause, mêmes effets. Bon, voilà, les gens sont un peu plus pessimistes que toi, Samy, mais je sais que tu as un optimisme légendaire qui te caractérise bien et qui permet d'avoir du débat, justement, c'est bien, parce que ça fait deux visions différentes et c'est toujours intéressant dans les débats avant ce match de huitième de finale de Ligue des Champions face au Bayern. Bon, revenons sur le match avec cette défense à 3 qui a été remis au goût du jour par Christophe Galtier. Et je vais vous donner son analyse, justement. Pourquoi il a remis cette défense à 3. Alors, on rappelle que Presnel Kimpembe est toujours absent. Il avait été touché au tendon d'Achille avant la Coupe du Monde. Et il poursuit sa rééducation dans l'optique de revenir normalement sur les terrains à la fin du mois de janvier. Donc, voilà pour Presco qui pourrait possiblement être de retour. En tout cas, on a hâte de le voir avec sa nouvelle coupe de cheveux. Il va avoir un flow terrible sur le terrain. Avec les dreadlocks. Ça va être. J'espère qu'il va les garder. Ça va être extraordinaire. Peut-être qu'il les garde justement parce qu'il joue pas pour l'instant, que ça le gêne pas trop. C'est ça. Mais on verra. On verra. En tout cas, quand il y a des plans en tribune sur lui, on les voit bien. De fou. On les voit bien. Achraf Hakimi était suspendu hier. Et donc, on avait une défense avec Danilo Pereira, qui est son meilleur poste cette saison, parce que quand il avait été mis au milieu face à Lens, ça avait été catastrophique. Ramos, Marquinhos, Juan Bernat à gauche et Nordi Mukiele à droite. Yacine, sur cette défense à 3, donc je vais déjà donner l'explication pourquoi ils ont opté pour cette défense à 3. Il a répondu lors des 2 dernières séances d'entraînement, celle de lundi et mardi, nous avons travaillé un plan de jeu et je me suis aperçu rapidement que ça n'allait pas le faire. Nous avons beaucoup travaillé avec le staff pour travailler la meilleure option. Et ce matin, donc il parlait du mercredi matin, du coup hier matin, j'ai parlé à mes cadres pour leur dire que nous n'allions pas jouer de la manière dont nous avions travaillé. C'est un bon choix car nous ne sommes pas dans un état de forme optimal. Mes joueurs ont été sérieux et je les félicite. Sans ce sérieux, on aurait pu être en difficulté. Ce système, c'était pour ce match. Par rapport à ce que nous avions préparé, je pensais que ça n'allait pas le faire, comme j'ai dit. J'ai besoin de sentir mes cadres quand je prends des options. Et là, je sentais que ça n'allait pas passer. On doit avoir aussi cette capacité à pouvoir changer en cours de match en fonction du déroulement de la partie. Et donc, il rappelle qu'il va échanger avec ses cadres. Et par l'état de forme des uns et des autres, j'ai opté pour ce système. Yacine, ton analyse du point de vue du Parc des Princes sur cette défense à 3 ou à 5, comme vous voulez. En fait, il n'y a rien qui va. Il n'y a rien qui va parce que déjà, alors, il y a un début de match où Ramos est dans l'axe et Marquinhos à droite. Et je me suis dit, tiens,
Il tente quelque chose, effectivement. Bon, juste après le but, au bout de 5 minutes, 4 minutes 30, finalement, Marquinhos est repassé dans l'axe et Ramos à droite. D'ailleurs, Ramos, il prend une tempête à un moment donné en première mi-temps, côté droit. Tu te dis, bon, ok, c'est que Angers, mais heureusement que c'est que Angers. Il n'y a rien qui va, en fait, dans le système. Il n'y a rien qui va parce que Ruiz, alors, déjà, tu joues à un double pivot et tu mets un double pivot en faux pied. Alors, déjà, c'est du jamais vu. Alors, peut-être qu'effectivement, c'était ça la fameuse innovation. J'ai pas compris. On voit bien que Ruiz, il est en difficulté à chaque fois qu'il doit se repositionner. Il demande des ballons. Il a demandé 1 ou 2 ballons dans la profondeur. Mais comme il est sur son pied gauche, il est revenu en arrière alors qu'il était dans la surface de réparation parce qu'il ne peut pas centrer pied droit. Et Vitinha, donc, sur son faux pied. Déjà, est-ce que tu ne peux pas inverser les deux pour pouvoir ouvrir le jeu et pour pouvoir aussi renverser de l'autre côté, puisque tu joues avec des couloirs, renverser sur le bon pied. Donc déjà, ça, c'est un premier problème. Le deuxième problème, c'est que la défense à 3, pour l'animation, il y a deux choses. La première, c'est au moment où les 3 défenseurs, ou un des 3 défenseurs a le ballon, les 3 doivent être écartés sur la largeur pour pouvoir étirer les 2 attaquants. Je rappelle qu'Angers a joué en 4-4-2. Donc, pour pouvoir étirer les 2 attaquants et trouver des intervalles à l'intérieur du jeu pour trouver des relais. Et la deuxième chose, c'est que, étant donné que Angers joue avec 2 attaquants, une ligne de 4, et donc tu as tes 3 défenseurs. Est-ce que tu peux en mettre, juste pour ceux qui nous écoutent, les compositions pour qu'on voit vraiment l'animation entre le Paris Saint-Germain et Angers. Voilà, comme ça, vous voyez un peu les compositions hier et les joueurs. Voilà. Et donc, à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? Il y en a un des 3, si tu mets assez d'intensité dans les transmissions entre les 3 défenseurs, qui va à un moment donné prendre le ballon et gagner ses 10-15 mètres pour casser cette première ligne, entre guillemets, même pas de pressing, mais de défense angevine. Et donc là, obliger un milieu à sortir et libérer après pour ton joueur de couloir, pour des joueurs à l'intérieur du jeu comme Neymar, Messi, Vitinha, etc. Sauf qu'en fait, il ne se passe rien. Les 3 se sont fait des passes. Voilà. Puis à un moment donné, on a mis à Vitinha. Et Vitinha revenait sur Marquinhos. C'est pour ça qu'ils ont tous touché plus de 50% des ballons. Je vais montrer juste 1 ou 2 situations parce que je les avais prises en photo du parc. Vas-y. Pour bien expliquer. Je te laisse expliquer en gros quand ça se joue. Et voilà. Là, il y a une première situation où, regardez bien le positionnement des 3. Déjà, il n'y a pas de largeur. Ils sont un peu en dehors du. Je pense que les gens sont contents, Yacine, sur le live parce que tu fais une minute coach Yacine, une analyse tactique en direct dans le podcast. Ça, c'est fort. Ouais, exactement. Et là, on a les 3. Regardez Ramos. Là, le ballon, évidemment, que Marquinhos qui a le ballon, il doit aller à ce moment-là percuter. On voit bien Ounou, l'attitude qu'il a, il n'est pas en train de le gêner. Il doit aller percuter pour obliger un des 2 milieux angevins à sortir. On voit bien qu'il n'y a rien devant Ramos et devant Marquinhos. Mais là, il va faire une passe. Et le deuxième problème, c'est que où est Ruiz et Vitinha qui est très bas, pratiquement au niveau de Marquinhos. On le voit en jaune. Voilà. Tu le vois, tu donnes le ballon à Vitinha à ce moment-là, mais il ne va rien se passer. Il est à 3 mètres de toi. Donc, il n'y a pas de profondeur. Tu ne casses pas de ligne parce que là, si tu le donnes Ounou sur 2 pas, il est déjà au niveau de Vitinha. Donc, en fait, il ne se passe rien dans cette équipe. Et je vais montrer une autre séquence où on a les 3 défenseurs pour montrer la largeur qui n'est pas occupée. Donc, là, pareil, Paris est en train de ressortir le ballon. Et on voit bien que les 3 occupent 20 mètres de largeur sur un terrain qui fait 65 mètres. Mais c'est pas sérieux. Comment tu fais pour écarter une équipe alors que toi, déjà, tu n'as pas de largeur? Tes latéraux sont très hauts, mais tes 3 axiaux, ils sont côte à côte. Mais qu'est-ce que tu as? Eh bien, effectivement, là, je rejoins Galtier dans son constat parce qu'il est très bon. Oui, on n'avait pas préparé cette semaine la défense à 3. Voilà, il l'a improvisé et personne ne savait ce qu'il avait à faire. Donc, effectivement, Ramos, Danilo, Marquinhos et Vitinha ont touché plus de 50% des ballons du PSG. Bah oui, mais c'est logique puisqu'ils n'ont rien fait. Mais c'est intéressant ce que tu nous montres, Yacine, avec ces 2 images capturées hier du Parc des Princes. Samy, pour rebondir dessus, Galtier l'a dit, je vous ai donné la déclaration, il ne sentait pas ses joueurs prêts d'un point de vue physique. Donc peut-être qu'il a voulu protéger sa défense en passant à 3 défenseurs axiaux et puis avec Fabien Ruiz peut-être à ce poste-là associé à Vitinha. Mais en tout cas, ça a été peut-être mal utilisé de la part des 3 défenseurs qui aurait fallu à un moment soit écarter, comme disait Yacine, pour apporter de la largeur, ou alors qu'il y ait un jeu plus direct, en tout cas, que Marquinhos ait un dépassement de fonction, ou alors, par exemple, qu'on voit le gelon de Ramos, qu'on mettait en avant quand il est arrivé au PSG,
et qui faisait sa force aussi au Real Madrid. C'est vrai qu'on le voit moins souvent qu'avant, voire beaucoup moins. Samy, qu'est-ce que tu en fais comme analyse de la défense à 3 hier et dans l'animation? Le chat, il est trop méchant avec moi. Il y a un gars, il a dit Samy, il comprend rien. Je suis marre. Ah oui, elle est pas mal. Elle est pas mal. Et j'avoue que moi, je suis pas un apôtre de la tactique, mais ça, je le dis sans problème. Non, mais c'est bien comme ça. C'est pas ma tasse de thé. Moi, je suis pas dans le. Je suis pas dans la tactique, effectivement, ça me gonfle plutôt qu'autre chose, et je le dis en toute honnêteté. Hein. C'est pas quelque chose sur lequel je me concentre le plus dans mon analyse footballistique. Il y a d'autres choses qui comptent dans le football, et heureusement, sinon j'aurais pas de travail. Hein. C'est bien comme ça. On a un coach avec l'analyse tactique. On a toi, Samy, qui est porté sur autre chose. C'est pour ça que je te posais une autre question par rapport. Ouais, bien sûr. Non, mais moi je suis d'accord. Je trouve que sur la prise d'initiative, oui, tu l'as dit, Ramos le faisait beaucoup plus au Real. Après, on sait qu'on n'a pas le Ramos du Real. Il nous reste plus que le geste. Lève-toi là, il peut que nous offrir que ça maintenant aujourd'hui, la fameuse Ramos où il te dit lève-toi quand il t'a fait un bon taquet. Ça, il l'a encore fait plusieurs fois hier soir. Et je pense qu'il a que ça à offrir. On sait que physiquement c'est compliqué, et même dans le jeu, quand le physique ne suit pas, généralement tes jambes aussi commencent un petit peu à trembler, le ballon te brûle un petit peu plus les pieds, et c'est vrai qu'il y a beaucoup moins de prise d'initiative de la part de nos défenseurs, surtout que il faut être honnête, ils ont été quand même si Angers a eu quelques opportunités, notamment aussi en seconde période avec Sima, il faut se dire qu'offensivement, Angers n'apportait pas beaucoup de danger. Il n'y avait pas de pression sur les 3 défenseurs centraux. Sima, c'est pas non plus l'attaquant, surtout qu'il n'est pas. Je pense qu'il a des qualités, hein, mais c'est pas l'attaquant, en tout cas sur sa saison avec Angers, qui va vraiment mettre à mal cette défense parisienne. Et on a vu après un petit peu plus de percussion avec la rentrée de Bouffal, et il y a eu un petit peu plus on va dire de vitesse mise dans le jeu d'Angers. Donc là, on pouvait comprendre que les défenseurs reculaient un peu plus. Mais c'est vrai que globalement, il y a eu quand même, il y avait quand même. Oui. Samy, juste Sima, comme tu dis, hein, moi, parce que je suis souvent Angers, Sima, je rejoins tout ce que tu dis, sauf qu'il fait 2 appels en profondeur et se crée 2 occasions. Oui, mais après, je veux dire, c'est pas. C'est passé quand même hier. Oui, après, mais c'est pas quand même l'attaquant qui a fait peser quand même le plus gros danger sur la défense parisienne, je pense depuis le début de saison. Et tu avais quand même pas mal de mètres d'avance qui auraient pu te permettre justement de te projeter vers l'avant. Et c'est vrai que c'est là où le problème du 3-5-2 du 3-5-2 revient aussi. On se dit que face à un bloc bas, est-ce que c'était la bonne solution? Maintenant, Galtier, lui, il nous dit que c'est parce qu'aujourd'hui, ses joueurs n'étaient pas à 100% et qu'il avait voulu protéger en quelque sorte son équipe et avoir une meilleure assise défensive. Je ne suis pas sûr que ce soit ce qu'on ait vu hier, mais là, après, c'est plus pour moi dans les intentions de tes hommes où il y a une problématique. Yacine l'a très bien montré. C'est vrai que Ramos, Marquinhos et Danilo aussi, malheureusement, hier, ils nous ont pas forcément aidés. Et est-ce que ce sont des consignes de Galtier? Est-ce que ce sont leurs propres prérogatives, ou alors ce que leur transmettent leurs coéquipiers? Parce que peut-être qu'aussi devant l'animation offensive ne les a pas aidés à prendre ce genre d'initiative. Maintenant, moi, je suis pas devin, mais c'est vrai que défensivement, il y a eu quand même, on va dire, ils se sont quand même reposés sur leur laurier. Mais je vais montrer une dernière séquence, Hugo. Vas-y. Justement pour parler du côté défensif. Je vais essayer de comprendre. Vas-y. T'as vu, il est sympa, il t'a entouré les joueurs. T'as plus qu'à. Ouais. Bon, mais les joueurs que t'as entourés, c'est les joueurs du Paris Saint-Germain, parce que il y a beaucoup de couleurs quand même. On les voit plus. Non, c'était pour être sûr. Ouais. C'est les joueurs du PSG. Ok, et là, à ce moment-là, il y a Bentaleb qui a le ballon devant Messi. Il y a 7 joueurs du PSG. Allez, dans leur camp, parce qu'ils sont 1 mètre, les 2 premiers, ils sont 1,50 m devant la ligne médiane. 7 joueurs, aucun pressing pour 2 attaquants angevins. 7 Parisiens. Non mais est-ce qu'on se rend compte de l'absurdité de la séquence? Et encore une fois, moi, je suis au parc, je ne suis pas avec mon téléphone à attendre le moment où ça va être catastrophique. Hein. Je n'ai même pas besoin d'attendre. De temps en temps, je vois un truc, j'ai le temps de sortir mon téléphone, de le mettre sur photo
Et ça, il ne s'est rien passé. Et là, je prends ma photo tranquillement, quoi. Vous ne croyez pas que j'ai attendu. Les gens, il y a ces gens, ils pensent que tu étais comme ça avec le téléphone, dire putain, je vais le mettre dans le podcast demain, je vais attendre bien qu'ils soient tous derrière, bim. Mais exactement. C'est cliché. Mais j'ai même pas besoin. Je vois une séquence comme ça. 2 minutes après, je me dis, ah, la prochaine, il faut que je la prenne en photo. Je la vois, elle démarre, je la vois. J'ai le temps de sortir mon téléphone, de prendre en photo, d'entourer les joueurs tranquillement. Il ne s'est rien passé. C'est extraordinaire. Non, mais moi, je veux bien Galtier, tout ça. Mais c'est pas possible. Tu peux pas défendre à 7 dans ton camp contre 2 Angevins sans mettre de pressing. On voit les Angevins, quand même, ils sont à peine en train de sortir. Il se passe rien dans cette équipe. C'est ça qui me déprime. Encore une fois, tu peux rater des passes. Il n'y a pas de problème. Moi, je ne suis pas là à dire un joueur, il doit. Moi, les 100% de passes réussies, parce qu'elles sont à 2 mètres de toi, je n'ai rien à foutre. Mais l'attitude de reculer comme ça, j'avais une autre séquence, mais je ne l'ai pas mise, parce que sinon, on n'aurait fait que ça. Mais où pareil, Paris est devant sa surface. Il y a 5 Parisiens. Donc, les 5 défenseurs. Il y a Ruiz devant Ramos. Il y a un Angevin et il n'y a personne qui avance. Mais c'est déplorable. Franchement, c'est déplorable. Voilà. Et moi, je pense qu'à un moment donné, je veux bien qu'on m'explique tout ce qu'on veut. Mais ça peut pas. Il y a les consignes du coach, mais à un moment donné, il y a aussi les joueurs. Si le coach il leur a dit ça et que les joueurs ne sont pas capables à un moment de sortir de ça et de dire non, mais on ne va pas rester à 7 derrière contre Angers. C'est ça que je veux dire, Yacine. C'est que c'est pas fort. Là, on dit Galtier, mais là, est-ce que c'est Galtier qui leur dit d'être 7 derrière? Je crois pas, hein, parce que quand Ruiz joue sur Donnarumma après une situation de corner, il me semble, et on voit Galtier énervé qui râle et qui dit mais qu'est-ce que tu fous à jouer derrière? Reste à jouer devant, essaye de combiner avec Neymar. Donc, je pense pas que Galtier satisfait d'avoir 7 joueurs à vocation défensive quand Angers a le ballon. Voilà, donc ça veut dire que déjà, c'est pas forcément les consignes de Galtier. Mais en plus, si c'était les consignes de Galtier, les joueurs, ils ont le droit à un moment donné de faire autre chose et de dire bah non, mais coach, il y a des possibilités, on ne peut pas rester à 7 derrière et puis on prend des initiatives. Mais ça veut dire que dans les 2 cas, de toute façon, les joueurs, ils sont coupables. Je lisais un commentaire de Sarah 9 PSG qui me dit en fait, en tribune, Yacine, il se fait tellement chier qu'il joue au morpion. Il y a pas mal de réactions depuis tout à l'heure, j'essaye de les donner à l'antenne. Il y a Check94 qui dit qu'en début de saison, Galtier disait qu'il voulait une équipe qui presse et récupère le ballon le plus rapidement possible. Alors, on l'a vu sur quelques phases hier. Le problème, c'est que quand tu as Messi et Neymar qui ne courent pas, et à un moment, je ne sais pas si vous vous souvenez, il y a Marquinhos qui vient faire le pressing sur la défense et qui monte, qui sort de sa défense pour venir faire le pressing. Vitinha, je crois, le fait, il me semble, et tu as Bernat et Sim Mukele sur les côtés. Mais sinon, évidemment, c'est compliqué de faire un pressing quand tu as Messi et Neymar qui. Voilà. Neymar, s'il le fait, la plupart du temps, il le fait. Hier, il n'a pas trop fait, mais en général, il le fait. On ne va pas l'accuser à tort non plus. Hier, il est venu en tongs. Il était là, tranquille. Je l'ai vu. Moi, franchement, dans l'attitude, c'est un des mauvais matchs de Neymar de la saison. Il est venu en tongs hier. Il était tranquille, il a pris 2-3 ballons, il a fait 2-3 passes. Après, il a aussi été obligé de décrocher plus bas parce que malheureusement, les ballons n'arrivaient pas. Mais voilà, c'est pas le Neymar que j'aime bien voir, ce que j'ai vu hier, de toute façon. Et je vois, Samy, je vois des réactions sur le chat qui me disent à la place de Fabien Ruiz, puisqu'en plus, Christophe Galtier a dit que Warren Zaïre-Emery pouvait débuter un match de Ligue des Champions au vu de son talent. Pourquoi il l'a pas mis hier titulaire au Parc quand titulaire directement, il est rentré pour les 10 dernières minutes, il me semble à la 79e. Mais c'est vrai qu'il est pas mal plébiscité, en tout cas dans les titis, parce qu'il est très très intéressant. Et quand il rentre, il apporte toujours quelque chose, Samy Zaïre-Emery. Oui, c'était clairement, mais c'est ça après, c'est là où on a un peu de mal. Autant il est fort dans les constats, notre ami Christophe, mais autant dans les promesses, en tout cas, surtout quand le sujet et les jeunes du Paris Saint-Germain, là, on a du mal un peu à comprendre son management, parce que clairement, c'était le genre de match où Zaïre-Emery aurait pu justement s'exprimer. Tu joues une équipe supposée beaucoup plus faible, tu joues en situation de force à domicile où normalement tu es supposé dominer, donc c'est vraiment le match tranquille pour faire rentrer quand même quelques jeunes. Et c'est vrai que Zaïre-Emery aurait pu apporter cette projection. On sait que c'est un joueur qui aime beaucoup cela, peut-être que ça aurait pu, on sait que quand un joueur, en tout cas au milieu, essaye d'impulser quelque chose, généralement tes partenaires essayent de suivre. Donc ça aurait pu être intéressant à voir l'insouciance et l'envie qu'un jeune débutant, surtout au Paris Saint-Germain, au Parc,
peut mettre dans un match, ça aurait pu être intéressant. Donc c'est là où on ne comprend pas les choix de Galtier. Mais bon, après, je pense que c'est pas la première fois de la saison où on ne comprend pas non plus ses changements et ses choix stratégiques. Mais c'est vrai que l'apport d'un Zaïre Emery aurait été intéressant. Moi, j'aurais bien aimé aussi voir le jeune Ousni en fin de match. Il aurait pu apporter quelque chose parce qu'à un moment donné, tu donnes ta chance à Soler une fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois. Tu te rends compte que ce n'est pas un impact player, c'est pas non plus un titulaire. Je sais pas d'ailleurs ce qu'est Soler. Je pense qu'on n'a pas encore trouvé la réponse par rapport à ça, mais clairement aussi le profil du jeune Ilyes Ousni aurait été intéressant à apercevoir sur la pelouse du Parc. Et puis c'est aussi, je pense, dans le management aussi des signes forts que tu envoies à tes jeunes. Tu les gardes motivés, ça veut dire tu leur gardes, comment dire, eux ils gardent leur niaque et leur envie de prouver. Enfin c'est toute une dynamique que tu entretiens. Et je sais pas. Alors soit il leur parle beaucoup à l'entraînement et il réussit à les garder motivés comme ça, mais en tout cas dans les faits il leur donne pas beaucoup pour qu'ils aient la dalle. Commentaire et je te laisse reprendre. Reggie Les Sauvages qui lui dit Zaïre Emery, encore une fois, il arrive direct, il veut frapper, il prend des initiatives. Alors oui, il a du déchet, mais au moins il tente des choses. Et il y a Steph Berardo qui dit prenez un billet EasyJet vers l'Espagne et mettez dedans Ruiz, Soler et Sarabia. À 3, on peut peut-être avoir un prix réduit. Voilà. Pour donner vos réactions. Vas-y Yacine sur Zaïre Emery. En fait, le truc c'est que oui, Zaïre Emery, il confirme ce qu'on voit de lui et c'est très intéressant. Oui, pourquoi pas l'idée qu'il a joué 90 minutes en coupe et qu'on peut attendre, peut-être pas lui faire 2 matchs de suite, ça se discute, hein, mais pourquoi pas? Mais à ce moment-là, tu ne le fais pas rentrer à la 79e. Et ensuite, l'autre problème, c'est que je pense que Galtier, comment dire, il refait aussi la politique de Pochettino. Ça veut dire que Ruiz, c'est un transfert et il ne veut pas le perdre. Voilà. Et si tu mets Zaïre Emery qui passe devant lui sur ce match-là, bah ouais, peut-être que tu le perds. Mais à un moment donné, je peux comprendre ça, mais j'ai envie de dire, ok, mais si toi, tu n'es pas capable d'accepter ça sur un match, si ça ne te remet pas en question, et si vous vous effondrez à chaque fois que vous êtes sur le banc, en fait, c'est quoi, aller jouer dans des clubs où on vous assure une place de titulaire, voilà, des clubs moyens plus d'Europe, faites vos 32 matchs, mais venez pas au PSG, quoi. Voilà. Si vous n'êtes pas capable à un moment donné de vous faire violence et d'accepter la concurrence, bah, vous allez dans des clubs où il n'y a pas de concurrence, mais c'est pas possible, quoi. C'est pas possible. Je comprends la politique de faire ça parce que tu veux pas perdre tes joueurs, mais tu peux pas le faire. Voilà, hier, par exemple, quand tu fais rentrer Soler, évidemment que par rapport au dernier match, c'est Garbi qui doit rentrer. Ou c'est Ousni qui doit rentrer. Mais tu fais rentrer Soler, pourquoi? Parce que si tu fais rentrer les jeunes, l'autre, il va se dire moi, je suis international espagnol, j'ai fait la Coupe du Monde et maintenant, je passe derrière les petits jeunes. Déjà, il est dans le trou. Tu vas le perdre. Mais si tu le perds, tu le perds. De toute façon, il ne te sert à rien. Alors, à la limite, prendre quelque chose soit pour le réveiller ou le perdre. Et puis, c'est tout. D'ailleurs, c'est Canal Plus hier qui a donné l'information via Paul Choucriel et après ensuite Philippe Carré en bord terrain qu'il y aurait des offres pour Pablo Sarabia, hein, que le PSG serait évidemment ouvert à une vente sans forcément la combler. Enfin, alors ils disent que ce serait pas forcément, ils recruteraient pas forcément, mais en tout cas s'il y a une recrue dans ce mercato d'hiver, ça serait un attaquant et qu'il y aurait des offres pour Sarabia venu d'Espagne et d'Angleterre. Alors on sait que l'Atlético Madrid a souvent été chaud sur Sarabia, je ne sais pas si c'est toujours le cas, mais en tout cas il y aurait peut-être pas des offres, mais en tout cas des potentiels acheteurs. Écoute, s'il y a des offres, il faut le laisser partir. Ah bah oui. Il ne faut même pas discuter. On en a déjà parlé plusieurs fois, mais Sarabia, ça marchera jamais au PSG. Ce sera dur, mais il faut s'en séparer, quoi. C'est pas un mauvais joueur, c'est un bon joueur, mais juste au PSG, ça collera pas. Voilà, ça se voit. De toute façon, quand il rentre, ça marche pas. Il sera heureux dans un autre club et on lui en veut pas. On lui souhaite toute la meilleure carrière possible après le PSG. Mais il faut faire un contrat. Hein. Ça marchera pas avec le PSG. Et on le remercie d'avoir raté la dernière occasion contre le Maroc à la Coupe du Monde. Je pense que c'est son meilleur fait d'armes, en tout cas pour moi. Pour moi, c'est sa meilleure action. Hein. Personnellement, on est ensemble, Pablo. Ouais, voilà. Bon, voilà. Très content aussi qu'il parte l'ami Pablo Sarabia et qui n'est même pas rentré hier, hein, c'est dire, face à Angers, dernier de Ligue 1. Passons, il faut qu'on avance un peu, mais bon, les débats sont très intéressants. Passons à Léo Messi et la Pulga. C'était son match de reprise après son sacre avec l'Argentine à la Coupe du Monde au Qatar. Ça fera plaisir à Samy, évidemment. Un Messi
Je vais venir vers toi direct, Samy. Fidèle à lui-même dans ses standards d'avant Coupe du Monde, on va dire. Enfin, moi, j'ai trouvé à l'origine du premier but, fait le bon décalage sur Mukiele avant le centre du Français pour Ekitike. Le deuxième but, c'est lui qui le marque avec un enchaînement, en tout cas une combinaison sympathique, parce que on critique le match depuis tout à l'heure et à juste titre, mais les deux buts, pour le coup, Samy, c'est des actions collectives bien construites. Oui, avec un très bon Ekitike. Oui, bah après du Messi, pas forcément son meilleur match. Je suis pas sûr que ce soit le match où il ait mis le plus d'intensité, le plus d'ingrédients pour paraître, on va dire, en super forme. C'est vrai que je l'ai trouvé petit match de reprise. Petit match de reprise. Maintenant, il fait son match. Hein, il marque. Il est sur l'action. Il est sur l'action du but. C'est lui qui décale Mukiele. Donc oui. Après, sur les coups de pied arrêtés, c'était pas forcément ça. Tu sens que c'est une reprise. Il nous a gâté de son célèbre retour au vestiaire direct après la fin du match, où il court se cacher dans les vestiaires. Du Messi. Alors est-ce que il y avait eu le débat en extra sportif sur la célébration ou non du Parc de sa victoire en Coupe du Monde. Je sais pas si on va en débattre ici ou pas, ou si c'était une bonne chose à faire. Je voulais justement qu'on en parle. Je voulais déjà faire son match et ensuite vous lancer sur le fait qu'il n'y ait pas eu de célébration et qu'il soit rentré directement au vestiaire. Mais sur son match, honnêtement, à part sur les deux occasions, il y a pas grand chose à dire. Oui, on peut le féliciter d'avoir mis son but, mais c'est pas le plus grand Messi qu'on ait pu apercevoir au Paris Saint-Germain et encore moins dans sa carrière. Donc c'est suffisant. C'était suffisant. Voilà, c'était suffisant ce soir. Il en a fait assez pour être décisif dans le match, puisque comme tu l'as dit, il est sur deux actions de but. Maintenant, si on doit, sur l'échelle Messi, il était à 3, 4, quoi, 3. Mais c'était suffisant face à Angers et en Ligue 1 ce soir, en tout cas. Il y a Pastori revient dans les commentaires qui nous dit sur l'information donnée sur Pablo Sarabia. Apparemment, ce serait Wolverhampton qui serait intéressant en Angleterre, car l'entraîneur, c'est Roulen Lopetegui qui le connaît très bien. Voilà. Possiblement donc pour un départ de Pablo Sarabia. Yacine, bon, ça fait 8 buts et 10 passes décisives en Ligue 1 quand même pour Léo Messi. On parlera après du fait qu'il n'ait pas été salué les supporters. Sur son match, il aurait pu même créditer d'une deuxième passe décisive assez magnifique où il fait la petite louche au-dessus de la défense et c'est Neymar qui la reprend magnifiquement bien. Mais malheureusement, le Brésilien était en position de hors-jeu. Ouais. Écoute, il a fait 2-3 éclairs. Voilà, il a perdu, j'avais les stats, 20 ballons, je crois. Il a marché à peu près 97% de la rencontre. Voilà, de toute façon, on ne peut pas le critiquer. Donc moi, je vais attendre tranquillement le match du Bayern. Et puis on verra parce que il paraît qu'on ne peut pas le critiquer. C'est le meilleur joueur du monde de l'histoire de l'univers. Il marche et c'est normal. Que voilà, écoute. Super, on va se régaler. Hein. Moi, je veux bien. Hein. Il a fait une louche contre Angers. Alors, effectivement, elle était belle, il n'y a pas de problème. Hein. Mais voilà, il a fait une louche contre Angers. Il a décalé Mukiele. Ouh, j'ai failli saigner du nez. Tellement j'étais dans l'émotion. Il a décalé Mukiele. Non, mais après, alors, je ne sais pas si c'est à moi. Non, je pense que je sais que c'est. Non, pas à toi. Mais voilà, on fait l'analyse évidemment quand on parle du match de Messi. Je dis pas de faire d'être dithyrambique, mais bon, il est sur les deux actions de but. Oui. L'année dernière en Ligue 1, c'était même pas ça. Hein. Il y avait même pas un décalage ou une louche. Hein. C'était très compliqué. Il passait pas un joueur. Bon, là, c'est pour ça que je dis que pour moi, c'est une bonne reprise. C'était le Messi d'avant Coupe du Monde, voilà, qui est décisif, qui marque et qui augmente ses stats avec le PSG et qui reprend, en tout cas physiquement, parce que c'était important de voir. Il a joué tous les matchs en intégralité avec l'Argentine pendant un mois. Avec le sacre au bout. Alors, certes, il a eu des vacances pour se reposer, mais c'était intéressant aussi de le voir physiquement. Alors, vous allez me dire, physiquement, il court pas, donc c'est compliqué de dire quelque chose sur l'aspect physique, mais voilà, il était en jambes. Il était en jambes au moins. Je crois que c'est le seul joueur au monde qui pourrait reprendre le lendemain de son retour de vacances, tellement il court pas. J'ai jamais vu ça de ma vie. De toute façon, maintenant, on n'est plus surpris, hein, on sait que. Non, mais il n'y a pas de problème. Et puis, mais voilà, après, bon, écoute. Il a fait ses stats, il a marqué. Honnêtement, son deuxième but, j'ai bien aimé parce que il est beau. La façon dont il frappe le ballon, enfin, il le frappe même pas d'ailleurs, il le pousse tranquillement. Voilà, tu sens quand même, voilà, le mec qui n'a pas de problème avec le ballon, je veux dire, son but, techniquement, il est bien réalisé. Mais voilà, je ne vais pas non plus me relever la nuit pour me remettre le match juste parce que Messi a fait une louche et a décalé Mukiele, quoi. Voilà.
Non, non, mais bon, alors attends, on peut enchaîner directement du coup sur si c'est ce que vous aviez à dire sur son match. Par rapport aussi à le fait qu'il n'y ait pas eu de célébration au parc, hein, donc c'était aussi la question de savoir, Samy, est-ce qu'il y allait avoir une célébration au parc avec la Coupe du Monde présentée, par exemple. Et au final, il n'y a rien eu de tout ça. Messi avait été célébré à l'entraînement. Il y avait des vidéos qui avaient été mises par le Paris Saint-Germain, où il avait été accueilli par une haie d'honneur au camp des loges. Et à la fin du match, surtout, on aurait pu penser, même s'il n'y avait pas de célébration d'avant-match, qu'ils viennent saluer les supporters avec, il y avait les Titi qui étaient présents, Marquinhos, Donnarumma, etc., un peu toujours les mêmes. Mais Neymar était rentré, alors on l'a vu, il était énervé encore de son action, il a failli encore prendre un carton rouge un peu débile. Messi est rentré directement au vestiaire, et je vous donne la réaction de Christophe Galtier à ça. Merci aux supporters et bravo à eux pour l'avoir accueilli ainsi, parce qu'il a été chaudement salué par le parc pendant tout le match. Hein. Croyez-moi, ça lui a fait chaud au cœur. Léo avait bien récupéré. Il avait pas mal de séances avec nous depuis un moment. Il est apaisé, léger, très en forme sur le plan physique. Léo, l'équipe sans ou avec Léo donne un autre visage. Bon, ça c'est plus sur son match. Mais bon, il dit que ça a fait plaisir aux supporters. Samy, bon, on n'est pas obligé de le croire. Sûrement que ça lui a fait plaisir, hein, mais bon, c'est quand même dommage de ne pas venir le voir célébrer avec le parc à la fin, quoi. Oui, après, on commence à être habitué. Hein. C'est pas non plus celui qui a été le plus expressif avec les supporters. Je pense qu'il est encore vexé de la saison dernière où justement les supporters ont réagi juste à ses performances. Et c'est là où c'est problématique avec les joueurs de foot. Généralement, ils manquent d'objectivité sur leurs propres performances. Et en fait, ils aimeraient j'allais dire une expression très vulgaire, ils aimeraient qu'on les acclame toute la saison, même lorsqu'ils font des mauvais matchs ou même lorsqu'ils ont des périodes catastrophiques de disette ou de sous-performance par rapport à ce que tu es censé apporter. Alors, je pense que les supporters ont bien conscience que c'est des êtres humains, mais c'est vrai que quand tu regardes l'horrible saison dernière de Lionel Messi avec le Paris Saint-Germain, c'était un peu compréhensible quand même que les supporters montrent leur mécontentement, tu vois. Et la problématique, c'est que monsieur a un très gros ego. Hein. Yacine l'a très bien décrit dans le sens où c'est une légende. Attention, hein, je diminue pas le joueur, je crache pas dessus, tout ce qu'il a fait, etc. C'est entièrement normal. Mais les supporters ont quand même, on a quand même peu de prérogatives. On peut au moins, on participe pas au sportif, c'est pas nous qui décidons des décisions du club, etc. Mais on a quand même le droit à l'instant T de juger de la performance d'un joueur, et quand elle est négative, on a le droit de le notifier. Et c'est le principe d'être supporter, quoi. Donc c'est là où c'est problématique. Ce genre de réaction, moi je trouve que c'est le club, c'est la direction du club, parce que là on a un gamin qui boude. Je suis désolé, c'est le club qui devrait intervenir et le forcer ou lui dire bon, copain, à un moment donné, c'est nous qui te versons ton salaire. C'est un petit peu les supporters qui font vivre le club. Donc, s'il te plaît, à un moment donné, tu peux venir. Fais un effort. C'est un petit peu une réaction infantile pour un joueur de son calibre. Je trouve qu'il en sort pas grandi, parce que vraiment l'image d'à chaque fois, dès la fin du match, le voir filer au vestiaire, je trouve ça dommageable, et je trouve ça même assez déplorable pour l'image qui renvoie, surtout que tu viens de prolonger pour une année avec peut-être même une année en option. Donc puis tu commences à dire que tu te sens bien au Paris Saint-Germain, que t'aimes bien Paris, mais faut aussi que tu sois cohérent avec tes propos et en adéquation avec ce que tu nous sors, sur la ville et sur le club. Donc là, je pense qu'il va falloir, on va dire, déminer tout ça, parce que tu peux pas continuer comme ça jusqu'à la fin de la saison. Enfin, en tout cas, moi, je trouve que l'image renvoyée par Messi est assez déplorable. Yacine, je vais te demander ton avis dessus. Je relève juste un commentaire de l'écrivain. Il nous dit il se fait siffler une fois, un soir, et lui, il boycotte et méprise à vie tout le monde et tout un club et tous les supporters. Yacine, toi qui étais au parc hier, j'imagine que ça a dû profondément te gêner de ne pas voir Messi célébrer quand même. Alors, après, il faudra que je réponde aussi à Vmos015. Qu'est-ce qu'il a dit, Vemos? Ah, t'es trop dur. Je suis trop dur. T'es pas objectif. On sent que t'es pas objectif, il a dit. Voilà. Et là, il me dit notre animation offensive, c'est beaucoup grâce à lui. Regardez quand il y a Solaire. Attends. Donc, moi, je vais attendre la même chose de Solaire et de Messi. Non, mais des fois, il y a des choses. C'est comme si tu me dis ah ouais, l'équipe de France, quand il y avait Zidane,
ou quand il y avait Corentin Martins, c'était pas pareil. Mais, heureusement que c'était pas pareil, mais soyons sérieux 2 minutes. S'il y a des joueurs qui valent plus que d'autres, c'est quand même qu'il y a des différences de niveau. Donc tu peux pas me dire. Cet exemple-là, il est typique en fait, on se contente de ça parce que c'est Messi. Il est un peu au-dessus de Solaire, mais heureusement. Mais bref, donc je ne vais pas en faire 2 tonnes là-dessus. Oui, plutôt par rapport je rappelle que j'étais au parc. Oui. Messi, il a été acclamé à la fin de l'échauffement, quand il est rentré au vestiaire, etc. Il n'y a pas eu de présentation, il n'y a pas eu de choses spéciales qui ont été mises en place. Et voilà. On revient sur les sifflets de l'année dernière. Moi, j'avais déjà dit à l'époque que je n'étais pas du tout d'accord avec les sifflets sur Messi et Neymar, parce qu'on a pris 2 cibles, et c'est exactement tout ce qu'on a reproché toute la saison. Ce n'est pas une équipe, ce n'est pas un collectif, ce n'est pas un truc. Et nous, en tant que supporters, je dis nous, parce que supporters, moi, je n'étais pas dans les tribunes à siffler, mais nous, en tant que supporters, on choisit 2 joueurs qu'on siffle pour représenter cette défaite. Mais non, la défaite, quand Paris a explosé 15 minutes au Real, c'est tout le monde qui a explosé. Donc, il fallait siffler tout le monde et dire on n'est pas content de ce qui s'est passé, ce n'est pas Messi ou Neymar. Voilà. À la limite que tu fasses une banderole en expliquant ce que tu veux, tu n'es pas content de cette politique-là, etc., il n'y a pas de problème. Mais à partir du moment où tu les as sifflés que les 2, et qu'en plus, il n'y a pas eu que les sifflets, rappelez-vous bien, il y a eu quand même des insultes sur les familles et tout, ça allait trop loin. Après, est-ce qu'il y a une discussion à avoir avec les supporters et le club et dire bah, ok, c'est vrai, on a été trop loin. Voilà, quand tu traites un joueur sur sa famille, etc. Moi, je le dis honnêtement. Moi, les mecs qui m'auraient traité de fils de machin, je vous dis tout de suite, il n'y aurait pas de pardon. Tu me traites, je ne suis pas ton pote, moi. Donc, c'est pas possible. Mais après, est-ce qu'on a le droit de passer à autre chose en s'excusant, en expliquant, en se rencontrant, etc. Est-ce que le club a envie de le faire? Je ne sais pas. Est-ce que les supporters ont envie de le faire? Je ne sais pas. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'aujourd'hui, que ce soit Neymar ou Messi, il n'y a pas de sifflet. Ils sont plutôt dans les joueurs les plus acclamés à l'annonce des compositions, etc. Voilà. Je n'ai pas d'avis. Moi, quand j'ai fait... Parce que moi, je fais partie de ceux qui ont mis une photo de ceux qui saluent le public à la fin du match. Il y a plein de gens qui n'ont pas compris. Ouais, mais Messi, machin. Encore une fois, quand je le fais, je ne dis pas Messi et Neymar. Moi, que Messi et Neymar aient la haine et qu'ils soient restés là-dessus, ils ont le droit, encore une fois, il n'y a pas d'obligation. Mais quand il y a 9 joueurs du PSG qui saluent le public, je rappelle que sur la feuille de match, il y en a 18. T'enlèves Messi et Neymar, il en reste 16. Ils sont où les autres? Fabien Ruiz, il est rentré au vestiaire directement. Parce que là, on parle que de Messi et de Neymar. Et encore une fois, ils ont des circonstances atténuantes. Moi, je parlais surtout de Messi par rapport à la Coupe du Monde. En tout cas, le fait qu'il ait été acclamé énormément au parc, c'est tout ça. Mais évidemment que les autres, c'est pareil. Hein. Ils devraient venir aussi saluer. Voilà. Donc, on s'arrête à ces 2-là qui ont des circonstances atténuantes. Mais les autres, ils sont où les autres? Fabien Ruiz, il est où? Donc, nous, déjà, tu n'es pas bon sur le terrain. Mais en plus, toi aussi, tu te permets de... Je pense que c'est justement par rapport à ça. Lui, il est conscient de ses performances. Ouais, mais alors à ce moment-là, tout le monde peut avoir une excuse. Parce que Marquinhos aussi, il pourrait dire ouais, en ce moment, je suis critiqué et je peux rentrer. Ouais, bien sûr. Mais comme par exemple, mais comme Donnarumma et Donnarumma, en tout cas, moi, je trouve depuis son arrivée, par rapport à sa communication avec les supporters, il est exceptionnel. Tout ce qu'il montre. Après, on peut revenir sur le côté sportif, mais Donnarumma, je trouve que ce serait même l'exemple à suivre en termes d'attitude et de communication avec les supporters, parce que peu importe qu'il fasse de la merde, on sait qu'il en a fait, hein. On l'a vu jouer au Paris Saint-Germain, il a fait quand même des petites bourdes, il a fait des trucs qui pourraient rester, mais lui, il reste quand même dans une communication honnête et claire avec les supporters, et même dans son attitude et sa gestuelle, que ce soit avec tous ses coéquipiers, les jeunes comme les moins jeunes. Moi, je trouve que globalement, lui, c'est un exemple de communication professionnelle. Mais justement, et par rapport à ça, je pense qu'à un moment donné, le club doit aussi prendre des initiatives et dire voilà, on a un CUP qui est aujourd'hui tout seul, malheureusement, à mettre l'ambiance, qui arrive parfois à entraîner un peu le reste du stade, mais c'est compliqué. Oui, on doit faire une rencontre avec certains responsables, mettre les choses à plat et dire voilà, écoutez, voilà, on s'excuse d'avoir insulté les familles, etc. On repart à zéro parce que malgré tout, si Neymar, Messi vont vers les supporters, que les supporters ont encore plus envie de les soutenir,
oui, dans un stade, je répète, moi, le stade, il ne bloque pas les adversaires parce qu'on n'est plus dans les années 70-80 où c'était dangereux et quand tu allais dans certains stades, c'était dangereux. Aujourd'hui, tu n'es plus là-dedans. Par contre, ils peuvent t'aider à te transcender, à pousser à un moment donné. Le Real Madrid, c'est typique. Hein. Vous allez au stade voir des matchs. Moi, j'ai vu plusieurs matchs à Madrid. Il peut se passer 20 minutes où le stade, il ne se passe rien du tout. C'est tout calme et tout. Camp Nou aussi, pareil. Voilà. Mais par contre, vous voyez, par exemple, le match retour contre le PSG, au moment où il y a l'égalisation, bah ouais, il peut se passer 20 minutes où le stade pousse et pousse les joueurs avec eux et emmène les joueurs avec eux. Et ben c'est ça aussi qui peut te servir à un moment donné de PSG Bayern où il y aura un temps fort du PSG et peut-être que ce temps fort sera gonflé par le public. Voilà. Et ben je pense que le club doit aussi à un moment donné faire un geste et dire voilà, il faut qu'il y ait une rencontre, il faut mettre les choses à plat parce que malgré tout, on est tous dans le même truc pendant cette saison. Après, si vous n'êtes pas content, bah, barrez-vous. Prenez pas votre chèque, rentrez chez vous, changez de club. Mais cette saison, on doit être ensemble. Voilà, c'est un tout, encore une fois. Et moi, je me rappelle des années 90, etc., où j'ai vu des ambiances au parc, où vraiment, je pense que le public a joué le rôle pour pousser. L'histoire du PSG Real, elle n'est pas anodine. L'ambiance ce soir-là, elle est exceptionnelle. Elle est exceptionnelle parce que les joueurs te donnent, parce que tu les pousses, parce que quand tu les pousses, ils donnent encore plus, et parce qu'au moment où le Real revient à 3-1 et qu'il peut y avoir une prolongation, bah, le public pousse encore pour dire non, vas-y, c'est pas fini. Il n'y a pas encore les prolongations, c'est pas fini, et Paris va chercher ce 4e but. Voilà, c'est aussi ça l'histoire d'un match de foot. Et puis c'est quand même, ça fait aussi partie de la vie d'un joueur professionnel. Il y a des joueurs professionnels qui le comprennent très bien, qui l'ont très bien compris. Je parlais de Donnarumma, il y a un commentaire où on me dit Samy, s'il te plaît, certains joueurs achètent une paix à aller saluer le club. Mais c'est exactement ça. C'est exactement ça. C'est ça là où je te disais que c'est une bonne communication, mais ça fait aussi, c'est aussi dans le panel d'un joueur de foot. Et il doit maîtriser beaucoup de choses. Et ça, c'est une chose aussi à maîtriser. S'acheter une paix avec les supporters, c'est un peu comme, voilà, parfois on aime bien une personne, on sait qu'elle fait de la merde, mais si elle agit un petit peu mieux envers nous, on va être un petit peu plus indulgent. Et l'indulgence, ça te permet justement, dans les moments difficiles et les matchs importants, eh ben, d'être soutenu par le public. Et c'est là où Messi et Neymar sont je dirais pas bêtes parce que je vais pas les insulter autres, mais voilà, ils sont pas dans la gestion parce que justement ils devraient un peu serrer les dents, même si voilà il y a eu on sait très bien de toute façon le temps fait son effet, on oublie des choses au fur et à mesure. Eux ils se sont fait insulter leur mère et tout leur arbre généalogique durant toute leur carrière, que ce soit à Barcelone, avec le Brésil, avec l'Argentine, et ils connaissent ça. C'est bon, ils ont dépassé 30 ans, arrêtons. Et c'est là où ils sont pas intelligents, ils devraient peut-être réfléchir à ça, serrer les dents, aller, ou même être hypocrite, on s'en fout. Ça reste de la communication, mais au moins tu gardes le 12e homme derrière toi. Et c'est là où je trouve c'est un peu c'est quand même dommageable parce que c'est des joueurs d'expérience, c'est des joueurs qui ont une grosse carrière et qui devraient connaître cela. Parce que Neymar, à chaque échec du Brésil, il se faisait défoncer là-bas. Hein. Il y a pas de et pourtant il revenait. Messi aussi, et il revenait. Et voilà, il faut faire aussi un monde honorable. Et c'est là où pourquoi ils ne le font pas avec le Paris Saint-Germain. Là, je comprends pas. Alors, je vois Glouton PSG qui me dit salut la team PU et bonne année. On te souhaite bonne année évidemment aussi. Et Drummer Sub qui nous dit salut les gars, ah zut, vous avez commencé aux aurores. Bon, ça va, on a commencé à 10h40 quand même. Drummer Sub, t'exagères un peu. Rendez-vous sur YouTube du coup. Oui, tu pourras nous regarder évidemment. Il sera disponible en replay d'un début d'après-midi si tu veux suivre depuis le début. On avance, messieurs. On a été coupé sur Léo Messi. Passons à Hugo Ekitike. On va faire pas très long parce qu'on a encore Nordi Mukiele à voir et puis ensuite on terminera avec l'affaire Noël Le Graët. Ekitike, Yacine, c'est 3 buts sur les 3 derniers matchs, toutes compétitions confondues. Lens, Châteauroux et donc contre Angers hier. Ça fait 4 buts en Ligue 1 avec son autre but qu'il avait marqué contre Auxerre lors de la 15e journée de la victoire 5-0. Il a fait un bon match Ekitike. Pour moi, c'est son meilleur match depuis le début de saison. Buteur donc, où on le disait, il fallait qu'il fasse ses appels, Yacine, pour passer. Pas faire les mêmes appels que Mbappé quand il était avec lui sur le terrain. Bon, là, il n'était pas là hier, mais sur le premier but, il fait le bon appel pour venir couper au milieu de la défense angevine. Il a été actif, il a été bon dans les appels et surtout, aussi, il y a une action qui est quand même symptomatique du fait qu'il était en confiance après son but. C'est où il prend le ballon côté droit et il dribble 2-3 joueurs et qu'il accélère. Et ça, c'est des actions qu'on voyait faire à Reims et qu'on n'avait pas vu encore avec le PSG. Bon match d'Ekitike, Yacine. Oui, je pense qu'il prend confiance parce que déjà, il enchaîne. C'est son quatrième match depuis la reprise. Il prend confiance parce qu'il marque.
Il marque à Lens, même s'il y a la défaite. Il marque il marque contre Châteauroux. Il marque là. Contre Strasbourg aussi. Contre Strasbourg, non? Il a marqué contre Lens, Châteauroux et Angers. Lens, Châteauroux, Angers. Ouais. Il n'avait pas marqué contre Strasbourg, c'était Mbappé sur péno. Et le premier, que je ne dise pas de bêtises, j'ai oublié, complet, je vais vous dire directement, c'était Marquinhos sur un coup franc de Neymar. Ah ouais, voilà. L'action sur le deuxième but, c'est lui qui décroche et qui décale Mukele. Voilà, quand tu enchaînes déjà, évidemment, tu es de mieux en mieux athlétiquement, tu as plus de confiance. Le fait d'enchaîner aussi, ça lui permet de ressentir la confiance que Galtier a en lui, parce qu'il aurait très bien pu titulariser ou Sarabia ou Solaire, hein, parce qu'on l'a déjà vu en faux neuf, les deux. On a déjà vu aussi Messi en faux neuf avec Sarabia un peu sur sa droite. Donc, ça aurait pu être ça. Le fait qu'il enchaîne, ça veut dire que Galtier a confiance en lui. Mais moi, ce que j'ai bien aimé, c'est premièrement son attitude sur le travail défensif, parce que lui a fait des courses de repli pour revenir gêner les relances, pour revenir se replacer dans le cœur du jeu, parce que Messi et Neymar ne les faisaient pas. Et voilà. Mais surtout, ce que j'ai aimé, en fait, et c'est ce que je lui avais reproché sur les premières rencontres, c'est qu'il s'est plus comporté comme un joueur d'axe. Alors, à part l'action que tu as décrite, effectivement, où il part du côté droit, mais ça peut arriver dans un match, tu n'es pas obligé non plus d'être tout le temps que dans l'axe où on t'a demandé d'être. Mais sur 90% du temps, il a été axial. Il a été axial dans ses décrochages, il a été axial dans ses appels, il a été axial dans son positionnement. Et c'est pas anodin parce que tu parles du premier but, et effectivement, il est axial et son appel est bon, parce qu'il vient bien couper. Et tu vois, il vient couper, mais il vient couper en changeant de rythme. Ce qu'il n'avait pas fait, par exemple, à Lorient avant la Coupe du Monde, ce qu'il avait moins fait contre Strasbourg, il est axial et il déclenche son appel, tu sais, au bon moment par rapport au positionnement de Mukele pour passer devant le défenseur et venir couper. Donc ça, c'est bien. Il y a un changement de rythme, en fait. Ce n'est pas un appel monotone sur 20 mètres où tu es toujours au même rythme. Il se lance et il fait un deuxième appel pour vraiment faire la différence. Mais surtout, il y a deux autres actions où, en fait, il y a Mukele qui est décalé. La première, je pense que Mukele peut jouer avec lui. La deuxième, un peu moins. Mais la première, il peut jouer avec lui en première intention et il ne le fait pas. Mais sur ces deux actions, eh ben, on a Ekitike qui est dans l'axe et on a Ekitike qui attend le bon moment pour refaire ce fameux appel et être servi un peu dans le dos de la défense. Ça veut dire aussi qu'il commence à comprendre le nouveau rôle qu'on lui demande au PSG qui est différent de ce qu'on attendait de lui à Reims. Et ça, c'est très bien. Et la dernière chose, c'est que sur ces décrochages, je l'ai trouvé beaucoup plus solide, pas encore parfait, mais plus solide que par exemple contre Strasbourg, où il avait décroché parfois, il avait été beaucoup trop tendre dans le duel, son pied n'était pas verrouillé, il ne remettait pas bien le ballon parce que justement, il n'était pas solide. Et là, je l'ai trouvé plus solide dans ses décrochages. Donc, il y a une progression. Voilà. Après, certains diront parce qu'il n'y avait pas Mbappé, certains diront que c'est la confiance, certains diront que c'est l'enchaînement des matchs. En tout cas, quand on voit une progression, il y a des choses positives à tirer. Et désormais, il a peut-être une carte à jouer. Ça va être un grand mot parce que quand les trois sont là, on sait très bien que tu n'as pas forcément de carte à jouer. Mais en tout cas, s'il y a un des trois absents, le premier nom aujourd'hui qui apparaît, c'est lui. Et c'est déjà une force par rapport au début de saison. Effectivement. Il est rentré dans la rotation. Lui qui était frustré aussi de ne pas jouer au début, et même de rentrer seulement que quelques minutes, là, il enchaîne. Et c'est très bien pour Hugo Ekitike. Samy, je lis les commentaires. Par exemple, Steph Berardo qui dit c'est abusé. J'ai passé un mois à voir des centres à la Coupe du Monde, mais nous, non. Le 9 ne touche jamais un centre, aucune diversité dans le jeu pour tenter de toucher. Alors, justement. Le premier but, c'est un centre. Mais justement, ce que j'allais dire. Alors, je pense que le reproche qu'il fait, c'est de ne pas le voir assez, ou en tout cas dans d'autres matchs. Parce que quand on le fait de la part ça a été très bien fait de Nordi Mukele, il y a de temps en temps du monde dans la surface et Ekitike est là pour reprendre le ballon. Et il y a également aussi Samy, quelqu'un qui nous dit Ekitike, Fed Forever 51, qui dit Ekitike est plus à l'aise sans Mbappé, est-ce un hasard? Est-ce que tu es d'accord avec ça? Non, je suis pas d'accord. Je pense qu'il peut jouer avec Kylian Mbappé. Je pense qu'on a juste un joueur de qualité. On en avait déjà parlé sur les précédents podcasts. Moi, je m'étais félicité du recrutement d'Hugo Ekitike. Je trouve que c'est un fort talent.
j'espère, et je le vois bien comme le futur numéro 9 des Bleus, hein. Il est jeune, il a le potentiel, comment dire, j'étais d'accord avec Campos quand il l'a recruté. D'ailleurs, Campos était très content hier après le but d'Ekitike, pardon, et sa prestation. On peut le comprendre parce que c'est un pari pour lui. Non, je pense qu'il peut jouer avec Kylian Mbappé. Je pense que c'est juste un joueur qui avait besoin et qui a encore besoin d'un temps d'adaptation. On en avait déjà discuté lors d'un dernier podcast où j'étais présent, où on se disait que voilà, c'était normal. Tu changes de monde, tu changes d'envergure en signant au Paris Saint-Germain. C'est que ça reste un jeune joueur qui avait connu que la Norvège et Reims. Donc forcément, il y avait un changement de contexte, un changement d'environnement qu'il faut encaisser. Et voilà, il a du temps de jeu, il est bien intégré dans l'équipe. On le voit que voilà, qu'il est apprécié aussi par ses coéquipiers. Chaque fois qu'il marque un but, les célébrations, et on se rappelle d'ailleurs de la première célébration où il se fait démonter au sol. On voyait bien que voilà, l'équipe était derrière lui. Donc il n'y avait pas trop de doute sur sa qualité, sur ses compétences. Maintenant, on les voit de plus en plus sur le terrain. Il prend de la confiance. Moi, je pense que normalement, si tu gardes cette dynamique et que Galtier continue à lui faire confiance, il y a de grandes chances qu'on voit un très bon Hugo Ekitike sur la seconde partie de saison. Et tant mieux pour le Paris Saint-Germain, parce que c'était un pari. Tu payes quand même assez cher ce premier transfert. Tu lui offres aussi un salaire de qualité que beaucoup de joueurs de Ligue 1 et même des très bons joueurs de Ligue 1 n'obtiendront jamais. Donc voilà, c'était un pari, c'était aussi une prise de risque malgré la qualité du bonhomme. Et pour le moment, c'est un essai qui est en train d'être transformé. Et je pense qu'il faudra encore du temps. Je ne dis pas que c'est un joueur qui va être titulaire tout de suite, mais c'est un joueur qui, au moins, tu le gardes dans le groupe élargi et qui va pouvoir maintenant apporter en qualité d'impact player. Et c'est un remplacement sur lequel on va pouvoir compter. Et ça, c'est bien parce que offensivement, aujourd'hui, sincèrement, il y avait qui pouvait rentrer avec, on va dire, pas des certitudes, mais au moins avec l'ambition d'apporter quelque chose. Solaire, ça apporte rien, même si c'est pas forcément un offensif pur. Sarabia, bon, on va pas s'éterniser dessus, on est tous contents qu'il parte, donc je pense que la réponse, elle est toute trouvée. Maintenant, au moins, on a Ekitike qui peut apporter une solution différente si, par exemple, le résultat d'un match ne va pas dans le sens du Paris Saint-Germain. Et je trouve que ça peut être aussi un point positif. On se dit que là, on a trouvé une alternative ou quelque chose de plus offensivement qui pourrait apporter au Paris Saint-Germain et peut-être débloquer des situations. Donc moi, je pense qu'il faut se féliciter de cela. Si on doit trouver, on a quand même dit beaucoup de choses négatives, enfin, surtout Yacine, on a quand même dit beaucoup de choses négatives sur le Paris Saint-Germain aujourd'hui. Si on peut tirer un petit point positif, je pense que Ekitike est l'homme idoine. C'est vrai, Yacine, pour conclure sur Ekitike, comme le dit Samy, Paris va jouer beaucoup de matchs tous les 3 jours avec la Ligue des Champions, il y a la Coupe de France aussi. C'est bien de pouvoir compter sur un élément comme Hugo Ekitike parce que Yacine, on a souvent beaucoup critiqué la rotation, le fait que les joueurs qui rentraient n'étaient pas impactants. Ekitike, pour le coup, vu sa montée en puissance, tu sais que tu peux compter sur lui dans la rotation. Ça, c'est déjà très bien pour Galtier. Ouais, bien sûr. Après, il va falloir aussi qu'il puisse enchaîner encore parce que si c'est sur les 4 prochains matchs, avec le retour d'Mbappé, etc., ou les 4 prochaines semaines, il rentre 7 minutes par-ci, 4 minutes par-là. Dans un mois, on va retrouver peut-être le Ekitike du début de saison parce que là, il y a aussi l'enchaînement des matchs qui lui permet d'être dans le rythme et d'être bon. Donc, il ne va pas falloir le perdre non plus. Et je ne parle pas de le perdre mentalement, je parle de le perdre athlétiquement, dans les repères de jeu, etc. Donc voilà, maintenant, oui, aujourd'hui, en tout cas, il montre qu'il peut être dans la rotation. Il a marqué ses buts. Moi, je l'ai trouvé très intéressant hier, bien plus que contre Strasbourg, par exemple. C'est donc qu'il y a une progression. Et je rappelle que je ne suis pas en train de parler de Strasbourg, c'est le même niveau qu'Angers. Hein. C'est aussi horrible. Hein. Donc, ce n'est pas que le fait que Strasbourg, soi-disant, ouais, c'était plus dur contre Strasbourg, c'est le même niveau. Donc, s'il a été meilleur contre Angers, j'ai même trouvé Angers, moi, un peu meilleur que Strasbourg sur les 20 minutes que Angers a poussé en deuxième mi-temps, par exemple. Donc voilà, c'est très bien. Et juste une précision, je crois que c'est au Danemark qui va. Danemark, pardon. Ouais. Ça va, j'avais un des pays scandinaves. Et je voulais répondre à l'écrivain qui disait bah non, en fait, il parle à moi, il dit il n'a pas prouvé qu'il pouvait être utile et bon remplacement offensif. Il a prouvé que contre Angers et Strasbourg, il est OK quand il est titulaire. Alors, ce que je voulais dire dans la rotation, c'est dans le sens où il est titulaire
quand tu as eu un match de Ligue des Champions, qu'il y a un match de Ligue 1 qui suit et qui démarre titulaire. Je ne parle pas de jouer 10 dernières minutes. Voilà. C'est pas ça que je voulais dire. Et il y a Pastorati 78 qui me dit Angers, c'est pire. Non, Angers, c'est pas pire. Peut-être alors hier contre Lens, peut-être que Strasbourg a fait un super match, attention, mais c'est pas pire. C'est vraiment le même niveau. D'ailleurs, Angers est parti se qualifier en Coupe de France à Strasbourg en dominant Strasbourg, même si c'est qui au tir au but, mais dans le jeu, ils leur ont fait du mal. Donc non, c'est pas pire. C'est vraiment le même niveau, quoi. D'ailleurs, Strasbourg a gagné moins de matchs qu'Angers. Ils ont fait plus de matchs nuls, mais ils ont gagné moins de matchs qu'Angers en championnat. Et Strasbourg, sans Thomasson, ça va être vraiment pire, je pense. En plus. Ouais. Mais la pire défense, ça reste Auxerre, hein, qui en a pris 6 dans la musette, il me semble partout. 5 ou 6 hier. J'ai plus le chiffre, il faut que je regarde. Et il y a Tuc Dubourg qui nous dit qu'il faudrait qu'il s'épaississe encore. Vous faites le constat là aussi, vous voyez dans son jeu qu'il manque un peu de. C'est vrai qu'il est très fin, hein, il a des jambes, c'est des cure-dents. Hein. Oui, mais il va s'améliorer. Il est dans un processus de progression. C'est pas un joueur fini, ça on le sait. C'est pour ça aussi qu'on doit avoir un degré d'indulgence le concernant. Mais et c'est là où je trouve que les gens ont été très durs avec lui. On savait que en le recrutant, c'était pas un joueur prêt à performer tout de suite, mais c'est un pari sur l'avenir. Hugo Ekitike, c'est le potentiel qu'on a décelé. Le potentiel, on l'a vu. Je suis désolé. Marqué à 19 ans, une dizaine de buts en Ligue 1 et surtout des buts parfois de qualité avec dans les prises de balles, dans la finition d'ailleurs qu'il nous montre hier. Je trouve que le but dans la finition, son premier but, il est vraiment beau parce que coupé de cette manière-là, croisé comme ça, voilà, c'est un but d'attaquant, c'est un vrai but d'attaquant et je trouve qu'il a d'autres qualités, il a de la technique, il pourra avoir justement le physique s'il s'étoffe et je pense qu'il va s'étoffer. Regardez Mbappé à 17 ans, regardez Mbappé maintenant à 24 ans, pardon. En termes de carrure, il y a une grosse différence et ça c'est normal, il va grandir et progresser sur ce côté-là. Donc moi j'ai pas de doute, je pense qu'il est dans un processus de progression. Pour le moment, les feux sont plutôt ouverts. Ça a été difficile au début, mais depuis 2 mois, c'est quand même mieux. Il y a du mieux. Donc voilà. Après, encore une fois, hein, si vous voulez, on peut juste le buter. Il nous a pas mis 15 buts depuis le début de saison. Ekitike, il a coûté 35 millions d'euros. On aurait dû acheter Skamaka, Saucisland et tout, etc. On aurait pu commencer à faire plein de trucs. Mais voilà, moi personnellement, je trouve que le plan est plutôt en train de se passer positivement pour notre ami Ekitike. À voir, mais j'ai plutôt confiance en ce joueur. Donc, parfait pour Hugo Ekitike. Très bon match, buteur une nouvelle fois. Passons à notre dernier focus de ce match d'hier face à Angers. Nordi Mukiele, qui Yacine a enchaîné une 7e titularisation d'affilée. Comme Ekitike, il enchaîne et ça va mieux pour Nordi Mukiele, qui avait été clairement défaillant au début de saison. Du fait aussi évidemment qu'il était la doublure d'Achraf Hakimi. C'était un peu compliqué de rentrer dans cette équipe parisienne. Il enchaîne évidemment avec Hakimi parti à la Coupe du Monde avec le Maroc. 2 passes décisives hier, Yacine, pour Nordi Mukiele, présent donc sur les 2 buts. Ça fait 3 passes décisives en tout pour lui en Ligue 1. On le sent même physiquement qu'il est beaucoup mieux, il est plus haut sur le terrain et on voit enfin la qualité de ses centres qu'on a loué du côté de Leipzig. Là, hier, on l'a vu, Yacine. Ouais, bah c'est aussi lui, le fait d'enchaîner, ça lui permet d'être dans le rythme et d'être bien. Moi, je continue de penser que, ok, hier, il fait 2 passes décisives, il n'y a pas de problème. Moi, je continue de penser qu'il va falloir le voir dans l'axe parce que son côté défensif, son côté rugueux, la gestion de la profondeur grâce à sa vitesse, il doit jouer à la place de Ramos. Après, tu mets qui tu veux, Marquinhos à gauche si tu as envie. Mais Mukiele, il doit jouer axe droit parce que je trouve qu'aujourd'hui, c'est le meilleur défenseur qu'il y a au PSG. C'est le joueur qui a le plus de qualité athlétique dans le sens où il est capable d'être costaud dans les duels et d'avoir de la vitesse pour gérer la profondeur qui est un problème au PSG. On l'a vu hier sur deux appels en profondeur de Sima, tu te fais ouvrir 2 fois. Voilà, et sa polyvalence, elle permet, oui, à Hakimi de souffler. Voilà, moi, j'aimerais vraiment le voir dans l'axe sur 2 ou 3 matchs. Parce que moi, je suis désolé, mais Ramos, bravo, félicitations pour tout. Mais aujourd'hui, c'est plus possible. Samy, évidemment, je sais que tu ne vas pas me dire que Nordi Mukiele est en train de bouffer Achraf Hakimi. Je fais exprès. Non, mais je sais. Ne pars pas, attends. Je ne lance pas là-dessus, parce que sinon, je sais que tu vas découpiller. Je donne la réaction de Christophe Galtier au match de Nordi Mukiele.
qui a expliqué qu'il était plus qu'une doublure d'Achraf Hakimi. C'est pour ça que je veux te lancer là-dessus, Samy. Alors, Christophe Galtier, en conférence de presse d'après-match, a dit « Nordi est plus qu'une doublure, il est très polyvalent. Le fait qu'Achraf soit parti à la Coupe du Monde et qu'il soit allé loin dans la compétition, il a gagné le droit de se reposer. Nordi a élevé son niveau de jeu. C'est un gros avantage pour moi d'avoir des joueurs comme Achraf ou Nordi dans mon équipe. » Ça, c'est quand même bien. Samy, on en parlait avec Ekitike. Dans les nouveaux joueurs, en tout cas dans le recrutement, d'avoir des joueurs qui s'imposent et qui sont des joueurs fiables. Oui, c'est bien. C'est aussi une satisfaction à tirer de ce match. Il a mis du temps quand même aussi, hein, comme Ekitike, mais on voit que voilà, le processus suit son cours là aussi pour Mukiele. Et on se rend compte de l'importance aussi de l'adaptation dans un effectif et à une nouvelle ville et à une nouvelle vie. C'est des choses qui sont importantes parce qu'encore une fois, à chaque fois, on a tendance à oublier que ce sont des êtres humains et pas juste des plots comme en FM que tu transfères et qui doivent être bons tout de suite. Il y a une adaptation et Mukiele nous a fait peur un petit peu au début quand même. Hein. C'était pas fameux lors de ses apparitions en termes de performance. On était inquiets et même critiques. Là, c'est vrai qu'il y a du mieux. Et encore une fois, quand ça enchaîne, il n'y a pas vraiment de secret. Hein. Quand ça enchaîne et que le coach te donne la confiance et que à l'entraînement, tu sais que le week-end, tu vas être sur le terrain, ça change des choses. Ça change des choses et on le voit avec Mukiele. Maintenant, je rejoins Yacine sur le côté défenseur central, non pas parce que je crains pour la place de Achraf Hakimi, parce que je pense qu'Achraf Hakimi, demi-finaliste du mondial, est performant lors de cette compétition et le titulaire attitré à droite au Paris Saint-Germain et je n'ai pas de doute sur sa capacité à élever son niveau de jeu sur la seconde partie de saison et je ne le vois pas se faire doubler par Mukiele. Je trouve que Mukiele, dans l'utilisation du ballon, techniquement, c'est un peu plus compliqué et c'est pour ça que je le verrais plus aussi se déplacer en défense centrale où justement il pourrait apporter son impact. C'est vrai que son impact physique, il est assez impressionnant et sa détermination à bien défendre. Car aujourd'hui, au Paris Saint-Germain, on n'a pas tant de défenseurs que ça qui aiment bien défendre. Et c'est là, et c'est une problématique quand même parce que c'est un petit peu leur poste déjà. Et face à des équipes qui nous mettront la pression et qui auront des offensives de qualité, je pense qu'un joueur comme Mukiele, avec sa présence dans les duels et dans l'impact, ça pourra nous servir. Et plutôt que de se séparer d'un Achraf Hakimi à droite, qui voilà, clairement, il y a eu de l'irrégularité, mais qui peut, à haut niveau, te servir de très belles prestations, et autant enlever un joueur de l'axe central qui ne performe pas. Et c'est vrai que c'est dur à dire, parce que moi, Ramos, c'est un joueur que j'ai adoré et que j'adore. C'est vrai que quand on voit les qualités de Ramos aujourd'hui, on se dit qu'on aimerait bien voir un Mukiele associé avec un autre défenseur central sur sa gauche. Mais est-ce que Christophe Galtier aura le cran de faire cela pour le bien de l'équipe? Moi, je vous dis non. Je pense que c'est sûr que non. Je pense que c'est sûr que Mukiele va sortir de l'équipe parce que c'est beau de nous dire en fin de match c'est super d'avoir deux joueurs de très haut niveau et tout. Mais je pense que Mukiele sera le joueur qui passera à la trappe, malheureusement. Mais je trouve que l'idée de Yacine est très intéressante. Pastorati 78 qui dit répète-le, Samy, ça fait du bien aux oreilles, demi-finaliste de la Coupe du Monde. Oui, demi-finaliste, on peut le redire, demi-finaliste de la Coupe du Monde, première équipe africaine à atteindre ce stade. On peut le redire, il n'y a aucun problème. C'est toujours bien de le rappeler, Samy, et entre compatriotes avec Achraf Hakimi, vous avez raison. Et j'ai hâte de revoir la danse du pingouin au Parc des Princes, ça va être un moment extraordinaire. Avec Kylian Mbappé. Lardon Frites, et ça sera ma dernière question dessus, après on passera à Logret, Yacine qui dit pour le match en Ligue des Champions, ça dépendra si on doit garder le score au retour contre le Bayern, mais est-ce qu'il vaut mieux pas avoir un Mukiele qu'un Hakimi qui est, vous disiez, meilleur défensivement et peut-être si tu as un score à préserver, Yass. Qu'est-ce que tu en penses? Moi, je pense qu'il faut le voir dans l'axe. Bon, toi, tu veux vraiment pas le voir, tu veux laisser Hakimi titulaire. Oui, parce que en fait, si on regarde bien, même hier c'est un des seuls à être au niveau, Mukiele. Il fait 2 passes décisives, il est bon, etc. Il n'y a pas de problème. En fait, quand vous regardez bien, il y a quand même certaines lacunes techniques. On sent qu'il n'est pas, c'est pas son rôle préféré. Et moi, je continue de penser que c'est dans l'axe qui sera le meilleur. Et pourquoi se priver des deux? En fait, le truc, c'est toujours pareil. C'est-à-dire que, est-ce que tu es mieux avec, je vais faire court, Ramos, Marquinhos, Mukiele, ou avec Marquinhos, Mukiele, Hakimi? En fait, c'est ça le vrai objectif. C'est pas de te dire qui est meilleur à ce moment-là, à son poste. C'est quelle va être ta meilleure animation en
en alignant 4 défenseurs, par exemple, si tu joues à 4. Bah, moi, je pense que ce sera Marquinhos, Mukele, Hakimi. Voilà. Donc, je ne vois pas pourquoi je vais dire, sous prétexte qu'il faut absolument mettre Ramos, je vais mettre Hakimi sur le banc et Mukele. Voilà, moi, je pense qu'il faut mettre Mukele avec Marquinhos. En tout cas, le retester, parce qu'on l'avait déjà vu avant la Coupe du Monde. Et moi, je l'avais trouvé très intéressant. Le retester comme ça et partir là-dessus. Maintenant, je sais aussi au fond de moi que malheureusement, Ramos a un statut et que l'algorithme de Pochettino, apparemment, est devenu une version de l'algorithme de Galtier. Effectivement, on aura encore quelques matchs à voir avant. Pour Kimpembe, juste parce qu'il y a quelqu'un qui parle de Kimpembe, je ne parle pas de Kimpembe parce que pour moi, pour l'instant, Kimpembe, il n'est pas opérationnel. Il n'a même pas repris l'entraînement collectif. Le match du Bayern, c'est dans un mois. Donc, c'est pour ça que je ne parle pas de Kimpembe. Quand Kimpembe sera revenu, on rediscutera de cette fameuse défense. Aujourd'hui, on ne peut pas en parler. Il n'a même pas repris l'entraînement collectif. Oui, effectivement. Mais c'est vrai que Kimpembe Mukele, ça ferait mal. Hein. Physiquement, il y a intérêt de costaud. Effectivement. Mais en tout cas, on espère. Alors, ce que je disais tout à l'heure, Kimpembe devrait revenir sur les pelouses pour fin janvier. Mais voilà, on est seulement le 12 aujourd'hui. Donc, il y a encore du temps d'ici là. Et peut-être qu'il ne sera pas prêt physiquement, l'ami Presnel Kimpembe, avec, on espère, sa coupe de dreadlocks qu'il gardera pour les matchs, comme l'espère Samy. Voilà pour cette victoire du Paris Saint-Germain face à Angers, 2-0, avec donc le Paris Saint-Germain qui a désormais 6 points d'avance sur son dauphin, le RC Lens, qui a fait match nul face à Strasbourg. On termine le podcast avec quand même l'affaire qui secoue le foot français, avec le président de la FFF, Noël Le Graët, qui a été mis à pied hier par le comité exécutif, donc réuni hier, qui a décidé de la mise en retrait de Noël Le Graët jusqu'à la publication des résultats de l'audit diligenté par le ministère des Sports et sa ministre Amélie Oudéa-Castéra. Philippe Diallo, vice-président de la fédération, va assurer l'intérim pendant ce temps. Et également, c'est Florence Ardouin qui a été mise à pied, pardon, j'ai interverti. Noël Le Graët a été mise en retrait et Florence Ardouin, la directrice générale de la Fédération française de football, a été mise à pied à titre conservatoire. Et dans ce même communiqué, la FFF a annoncé que le contrat de Didier Deschamps, qui avait été renouvelé jusqu'en 2026 par Noël Le Graët il y a une semaine, a été validé à l'unanimité par le COMEX. Réaction déjà, Yacine, sur ça. On voit à l'image Florence Ardouin à gauche, donc, qui a été mise à pied, et Noël Le Graët mise en retrait. Qu'est-ce que tu penses des décisions prises par le COMEX hier et ses 14 membres? C'est bien moqué de nous, voilà. Quand on regarde un peu les commentaires d'après COMEX, on se rend compte que ça a été fait par rapport à tout le boucan qui a été déclenché. Mais en vérité, je rappelle que vous lisez, encore une fois, hein, on va parler français, Noël Le Graët a décidé de sa mise en retrait validée par le COMEX. Le COMEX a décidé de la mise à pied de Florence Ardouin. C'est quand même deux termes bien différents. Et quand on sait que ce genre de communiqué est lu et relu et re-relu par des avocats, par des cellules, pour faire très attention à ce que vous écrivez, parce qu'une mise à pied, ça a un impact juridique pour la suite de votre emploi. Donc, ce n'est pas anodin. Donc, comme tout est lu et relu par des avocats, etc., moi, j'ai compris ce que ça voulait dire. Noël Le Graët a décidé tout seul de se mettre en retrait, sûrement sur les conseils de un ou deux proches, et il s'est dit, je vais me mettre en retrait en attendant la fin de l'audit pour pas faire de vagues. En fait, mise en retrait, ça veut dire quoi? Ça veut juste dire qu'il touche son salaire, qu'il n'apparaît pas aujourd'hui en première ligne quand il y aura une interview d'un responsable de la Fédération française de football, mais qu'il est toujours là. Au contraire de Florence Ardouin, qui elle a été mise à pied par le COMEX, ça veut dire que là, on est quand même dans le début d'une procédure de licenciement. Il faut le rappeler, c'était la guerre ouverte, Yacine, entre Florence Ardouin et Noël Le Graët. Hein. Voilà, donc déjà là-dessus, il y a quand même deux termes très différents. La deuxième chose, c'est que, en fait, on est juste au début d'une pseudo-révolution, déclenchée, il faut le reconnaître, par Kylian Mbappé. Parce que moi, je reste persuadé que si Kylian Mbappé ne tweete pas sur Zidane, je pense que le bruit n'est pas le même. Et je vais m'expliquer pourquoi. Parce que depuis 3-4 jours, on voit plein de choses en disant les journalistes ne font pas leur travail, les journalistes ont des infos et ils ne sortent pas tout. Alors,
encore une fois, je vais préciser, comme partout dans toutes les sphères de la société, certains journalistes, parce que, et je vais bien expliquer pourquoi. Oui, les journalistes en général ont des infos sur ce qui se passe à la Fédé. Pour sortir certaines infos, notamment celles qui sont graves, il faut quand même avoir des preuves et pas des témoignages. On parle bien de preuves. Et c'est compliqué ça. Mais je vais rappeler que Élise Lucet a fait de très belles enquêtes sur la formation des jeunes, sur comment on utilisait les jeunes, le business des jeunes joueurs. Élise Lucet a fait de très belles enquêtes sur ce qui se passait à la Fédé, le racisme, etc. Et que ces enquêtes n'ont pas fait de bruit. Le racisme, il n'existe pas, Yacine. Hein, il l'a dit, Noël. Attention. Oui, justement. C'est seulement 1%. C'est pas quelque chose qui existe. Hein. Et d'ailleurs, quand un noir marque un but, le stade se lève. Donc, voilà, donc tu dis n'importe quoi, Yacine. Oh. C'est vrai. Et en fait, ces enquêtes ont existé. Quand Élise Lucet fait une enquête sur les agents qui ont des casiers judiciaires, des condamnations, mais qui ont toujours leur licence d'agent, contrairement à ce que impose le règlement de la fédération, elles ont existé. Sauf qu'en fait, elles n'ont pas eu la caisse de résonance méritée. Et donc, c'est un peu passé au travers. Là, pourquoi ça a une caisse de résonance? Pour deux raisons. La première, c'est qu'on parle de Zidane. Et les termes employés par Le Gret étaient irrespectueux. Après, il a le droit d'en avoir rien à foutre de Zidane, on ne va pas se mentir. Hein. Mais peut-être qu'il doit le dire autrement en tant que président de la Fédération française de football. Et que le tweet d'Mbappé, qui contrairement à plein d'autres ne s'est pas caché, il donne une autre caisse de résonance aux propos et ça fait du bruit. Et en fait, c'est ça la différence. Voilà, c'est une affaire de plus, mais qui fait du bruit parce qu'Mbappé s'en est mêlé. Comme l'histoire des contrats liant les joueurs de l'équipe de France à la fédération avait fait du bruit parce qu'il y avait des discussions depuis plusieurs mois que tout le monde s'en foutait. Mais qu'Mbappé a dit un matin, vous savez quoi, moi, je ne vais pas aller à la photo. Et comme je ne vais pas aller à la photo, ça va faire du bruit, il le savait. Il n'est pas allé à la photo. Et comme par hasard, on a commencé à parler de ces fameux contrats qui lient les joueurs à la Fédération française de foot en tant que représentant de l'équipe de France. Mais en vérité, je vais faire de la pub pour mon livre, même si... mais tu as raison, Yacine, vas-y. Un an et demi après. Rappelle-la. Montre-le. Ce qui arrive. Tu l'as avec toi? Non, je ne l'ai pas à côté de moi. Tout ce qui arrive aujourd'hui, j'en parlais déjà il y a un an et demi dans mon livre. Donc, il n'y a pas de scoop. Pour rappelle les hors-jeux du football français. Voilà, aux éditions Talent Sport. Voilà. Ouais, parce qu'en fait, tout ce qui arrive là, ceux qui sont un peu dans le milieu le savent les comportements, savent les magouilles, les arrangements. Quand Noël Le Gret dit on a discuté avec Deschamps des possibles successeurs. Ça, c'est la phrase la pire. Hein, et c'est ce qui était heureusement dit par tout le monde. C'est la pire phrase de l'interview sur Zidane. Elle est ultra critiquable parce que la forme n'y est pas du tout, etc. Qui ne veut pas de Zidane à la tête de l'équipe de France, c'est une chose. En parler comme ça, c'en est une autre. Mais alors la phrase dire on s'est penché sur mon successeur avec Didier Deschamps, ça veut dire à quel point il contrôle le football français. Mais bien sûr, parce que le mode de scrutin fait que évidemment que tu peux presque choisir ton successeur. Donc tout ça c'est pas anodin. Tout ça c'est des arrangements politiques qui sont difficiles parce que la Fédé doit être gérée d'une autre façon. La fédération, elle représente 15 000 clubs. Elle ne représente pas l'équipe de France A. Et aujourd'hui, la Fédé représente l'équipe de France A et c'est tout. La vitrine, ça brille, ça va en finale, ça gagne la Coupe du Monde. Et c'est tout ce qui intéresse Noël Le Gret. Mais la fédération, en vérité, elle représente 15 000 clubs amateurs qui souffrent. Voilà. Donc, tout ça, malheureusement, moi, j'espère pas, mais aujourd'hui, c'est mon avis, ce sera une tempête dans un verre d'eau. Voilà, il ne se passera rien. Noël Le Gret va tranquillement réintégrer la Fédé après l'audit. Je vais aller vite fait pour finir avant de laisser la parole à Samy. Il y a Romain Molina qui a fait une vidéo et qui dit que l'audit ne concerne pas tous les problèmes de la Fédé. Et moi, déjà là-dessus, si c'est vrai, si les conclusions s'avèrent vraies et qu'on apprend que ça n'a pas concerné tous les problèmes, pour moi, ça voudra dire que c'est encore une fois un audit pour faire croire qu'on fait quelque chose, qu'on s'occupe de ça. Mais en vérité, ce ne sera rien du tout. Et je terminerai là-dessus parce qu'il faut quand même le dire aussi.
la ministre ne peut pas virer Noël Le Graët pour 2 raisons. La première, c'est les statuts de la fédération. La fédération est une délégation de service public, mais elle n'est pas dirigée par le ministère des Sports. Ce n'est pas le ministère des Sports qui décide de qui est président de la Fédé, etc. Et tu ne peux pas faire de l'ingérence là-dessus. Il y a des statuts à respecter. Le seul qui peuvent démettre le président, c'est le COMEX. Et le seul qui peuvent démettre le COMEX, c'est l'Assemblée fédérale. Ouais, c'est ça. Et la dernière chose, c'est la FIFA qui ne tolère pas d'ingérence politique au sein des fédérations qui sont affiliées à la FIFA. Je rappelle quand même que, évidemment, que la FIFA a déjà pris des décisions fortes contre certains pays en les excluant des éliminatoires des compétitions continentales. Ces pays-là, ce ne sont que la Tanzanie et des petits pays. Évidemment que la FIFA ne va pas se permettre d'empêcher la France de faire les éliminatoires de la Coupe du Monde ou de l'Euro, évidemment, même s'il y avait ingérence politique. En revanche, elle peut quand même taper sur la France, faire des communiqués. Ça ne serait pas le bon... Voilà, ça ne ferait pas une bonne pub, mais jamais la FIFA ne se permettra d'exclure la France d'une compétition. En revanche, dans les statuts, oui, l'ingérence politique peut être sanctionnée par la FIFA. Voilà. J'avais mis de côté sur mes notes à qui peut destituer le président. Et donc, comme tu le disais, rappelez Yacine, selon les règlements de la FFF, seule une assemblée fédérale extraordinaire convoquée par un quart du comité exécutif, donc ils sont 14, donc il y a un quart des 14, peut voter la destitution du président. Voilà, pour l'État, en tout cas, ou le président, Emmanuel Macron, ou le ministère. Ou les ministères ne peuvent pas influer. En tout cas, ils peuvent apporter des compléments avec cet audit, du COMEX, justement pour prendre des décisions ensuite. Et ils ne peuvent pas convoquer une assemblée fédérale. Il faut que ça vienne du COMEX. Samy, ton regard sur tout ça, sur le fait aussi que peut-être toi qui t'intéresses aussi plutôt aux sportifs, le fait que par exemple le contrat de Didier Deschamps a été renouvelé à l'unanimité. Et c'était un des débats parce que Didier Deschamps, voilà, c'est un binôme avec Noël Le Graët et lui aussi était mis en cause. Et alors, il a réagi hier, hein, d'ailleurs, Samy, sur Zinedine Zidane. Je vais peut-être te donner ce qu'il a répondu sur. Il était hier en déplacement à Nice pour les pièges jaunes, il me semble. Et il a répondu sur Zinedine Zidane. Évidemment que la situation fait que cela a amené une rivalité sportive entre nous deux, voire pour certains même une opposition. Je peux vous assurer aujourd'hui, comme hier et aujourd'hui, et depuis des années, que j'ai beaucoup de respect pour lui par rapport à ce qu'on a vécu et partagé ensemble de notre première vie de joueur et par rapport à ce qu'il est et ce qu'il représente dans le football et le sport français. Et je rappelle qu'il a dit que les propos de Le Graët étaient inadaptés. Je pense que c'est le terme le plus faible qu'il pouvait utiliser pour qualifier ses propos sur Zidane et qu'il s'était excusé depuis, etc. Donc il a fait son mea culpa. Samy, sur ton regard sur tout ça. Bah, après, Deschamps, on le sait, hein, Dugarry, il a dit, il n'est pas dans la discussion WhatsApp des champions du monde 98, donc déjà, ça veut tout dire, attention. Ouais. Il est boudé par ses copains d'aider le pauvre. Bah, tu sais, moi, je trouve par rapport à... Bah, moi, déjà, je trouve ça dommageable que, même si, moi, vous savez, hein, Zizou Christ, voilà, y a pas de problème, hein, vous prêchez un convaincu. Je trouve ça quand même dommageable que il faut, on en vienne à réagir que quand on insulte une légende du football, même si c'est une légende ou autre. Moi, je trouve que la vraie problématique, c'est quand même les affaires derrière. Je pense que la pédophilie, c'est quand même plus grave que d'insulter Zidane. Après, chacun voit midi à sa porte, mais moi, ça me rend, ça me rend un peu triste, quoi. Je me dis, c'est quand même dommage parce qu'on aurait dû le péter bien avant cela. Maintenant, je suis un peu là, même si je suis optimiste concernant le Paris Saint-Germain, je connais aussi la vraie vie et la politique. Là, on parle plus de sport. Moi, je pense que il va rien se passer non plus. C'est le système qu'il faudrait démanteler. C'est pas juste un homme qu'il faut enlever. Et l'homme est protégé par le système. J'ai lu dans le chat à un moment donné, oui, mais il va pas supporter la pression. Au contraire, le gars, il va supporter la pression. Il a peur de rien. Je vous invite à écouter les propos de François Manardo, qui avait été directeur de la communication de l'équipe de France pendant plusieurs années, sur justement Le Graët, et il explique que c'est un homme qui n'a peur de rien, qui ne subit pas la pression. Lui, il la boit. Très belle expression de beauf dans les PMU, ça c'est cadeau. Donc vraiment, c'est un homme qui est en tout cas taillé pour ce jeu de rôle, quoi, ce grand jeu
des dirigeants. Et je pense que justement, le fait de le mettre de côté, il était quand même super confiant à dire que l'enquête ne montrera rien et que ce sera positif, même très. En plus, il se la raconte, il dit même très positif. Il nous nargue. Hein. Moi, le très positif, quand j'ai lu le truc, même très positif. Hein, donc, je pense que voilà, en février, ça va tranquillement s'étouffer. La Ligue des Champions va reprendre. Il se passera d'autres choses dans le monde et comme toujours, je pense qu'on fermera les yeux et que les vrais coupables ne seront pas condamnés. Malheureusement. Après, ce serait beau hein, que tout pète. Et parce que faut péter tout ça, hein, parce que même Borghini qui avait signé des petites évasions de gars qui avaient des histoires de pédophilie, notamment dans les ligues d'arbitres. Je vous invite à faire des recherches. On trouve des choses horribles. Voilà, c'est tout un système parce que même le Philippe Diallo, enfin tout ça. Après, j'attaque personne parce qu'on va m'attaquer pour diffamation, mais c'est un système entier qu'il faut démanteler et ça en prend pas le chemin. Donc, ça me semble assez problématique et j'ai peu d'espoir de voir cette situation réglée. Peut-être ce qui a changé, Yacine, par rapport en tout cas, de toutes les affaires qu'il y a eu avant, c'est que là, le gouvernement semble vraiment pour un départ de Noël Le Graët, déjà par sa ministre des Sports, on a entendu, qui réclame vraiment sa tête, qui fait cet audit pour pousser Noël Le Graët à la porte, montrer les ingérences au sein de la FFF. Il y a Olivier Véran, hier, le porte-parole du gouvernement, qui a estimé à la sortie du Conseil des ministres que la Fédération française de football méritait un président à la hauteur. On a appris aussi que Emmanuel Macron avait contacté Michel Platini pour tâter le terrain, savoir s'il serait chaud ou pas à reprendre la FFF, en tout cas à se présenter comme possiblement à la tête de l'élection de présidence de la Fédération française de football. Et surtout avec le tweet de Kylian Mbappé, Yacine, on sait que Emmanuel Macron est proche de Kylian Mbappé, en tout cas il a sa ligne directe et il a fallu qu'un tweet d'Mbappé fasse ça pour que le corps politique réagisse et qu'on sente que, en tout cas il est lâché d'un point de vue politique, d'un point de vue gouvernemental. Alors peut-être que ça n'aura aucune influence, hein. Je suis d'accord avec ce que vous dites depuis tout à l'heure, j'espère que si, mais en tout cas on sent que d'un point de vue du point de vue gouvernement, ça réclame sa tête. Et c'est ça peut-être qui change par rapport à avant. Oui, sûrement, mais le problème, c'est que ça réclame sa tête parce que c'est une question d'image. Ouais, mais en Oui. vérité, comme l'a dit Samy, c'est tout le système qui a à revoir. Et le problème, c'est que moi, aujourd'hui, ce qui me dérange, c'est par exemple, et pourtant, je pense que tous ceux qui suivent le podcast depuis un moment et ceux qui ont lu mon livre savent ce que je pense de Noël Le Graët. Le problème, c'est que en fait, tu es en train de faire un bouc émissaire, mais le COMEX, qui est l'équivalent, et pour faire un parallèle, du gouvernement de la Fédération française de football, on les accuse de rien. Ils sont au courant de rien. Donc, s'ils sont au courant de rien, c'est qu'ils ne font pas leur travail. S'ils sont au courant et qu'ils n'ont jamais rien dit, c'est qu'ils ne font pas leur travail. Donc, eux, ils sont en train d'être exonérés de tout. Eux, ils décident de la mise en retrait de Noël Le Graët, ils la valident. Ils valident le contrat de Deschamps. Je rappelle quand même qu'il y a un bon papier aujourd'hui dans l'équipe avec les coulisses, que certains étaient contre la prolongation de 4 ans, etc., mais qui l'ont voté à l'unanimité. C'est extraordinaire hein, quand même. Il y a des gens qui sont contre, mais ils votent quand même pour. Et surtout ils n'ont même pas été tenus au courant avant le COMEX qui a annoncé la prolongation des champs. Oui, c'est Noël Le Graët tout seul qui l'a décidé. C'est Noël Le Graët qui a laissé tout seul sans leur demander leur avis. Donc déjà, tu te dis, il y a quand même des choses qui sont très très louches. Ou alors il y en a certains qui ont été mis là par Noël Le Graët et qui n'ont pas les bornesses, excusez-moi l'expression, d'aller à l'encontre de leur président. Mais voilà, et de toute façon, Borghini l'avait prévenu avant le COMEX d'hier, il a dit je ne pourrais pas, je lui dois beaucoup. Ben oui, vous devez tous. Donc, il faut me faire sauter tout ça, en fait. Il n'y a pas le COMEX qui va s'échapper. Sanjak, c'était l'ennemi numéro 1 de Noël Le Graët aux élections précédentes. Aux dernières élections, c'est devenu un mec de sa liste. Non, mais jusqu'à quand on va nous prendre pour des cons? Donc, en fait, il faut revoir tout le système. Et en fait, l'audit qui aurait dû être mené par le ministère des Sports, évidemment, c'est sur tout ce qui s'est passé, mais c'est en fait le fonctionnement des fédérations en France, parce qu'en vérité, elles fonctionnent à peu près toutes pareilles, sur le même modèle, et à un moment donné, on est en 2022, il doit y avoir d'autres choses. Dans mon livre, j'en parle, mais je vais le faire rapidement. Le système d'élection du COMEX et du président par l'Assemblée fédérale, il est obsolète. En gros, pour faire un parallèle, c'est comme si aujourd'hui, 300 000 Français votaient pour 35 millions de la population active pour élire le président.
Mais de quel droit vous votez pour moi? Donc, il y a 15 000 clubs, il y a 15 000 présidents. Moi, je ne vais pas aller aussi loin que certains le disent. Ça veut dire une licence, un vote, parce qu'il y a 2 millions de licenciés quand même. Bon, on va dire avec les enfants, on doit être allé à 1 million d'adultes licenciés. Tu ne peux pas faire voter 1 million, c'est beaucoup aussi une organisation qui est compliquée, mais au moins un club, donc un président, une voix. Il y a une ligue professionnelle qui s'occupe du football professionnel. Donc la fédération, elle n'a pas le football professionnel à gérer, elle a délégué à la ligue. Créer une vraie ligue forte, comme la première ligue, qui gère réellement le football professionnel. Et la fédération, désormais, vous allez gérer le football amateur. Voilà. Quand on voit la masse salariale des cadres qui travaillent à la Fédé et que ça représente plus que tout ce que tu distribues au football amateur, quand tu vois que tu es capable de dépenser autant d'argent pour l'équipe de France A et que tu ne donnes rien au football amateur, au football féminin, au futsal, etc. Donc, arrêtez de nous prendre pour des cons. Faites réellement une réforme de tout ça. Changez les gens en place. Arrêtez les mandats de 8 ans, 12 ans, etc. Voilà. Moi, pour moi, une fédération, c'est 2 mandats maximum. C'est 4 ans, donc 8 ans maximum. Et encore, je suis gentil. C'est revoir le fonctionnement des districts. Voilà, il y a tout ça à revoir. C'est pas juste en tapant sur le Gret et en faisant le bouc émissaire et le modèle en disant vous avez vu, hein, on a fait bouger les choses, on a sauté le Gret. En même temps, si le Gret dit ok, vas-y, Marc Keller prend la place et on continue à être dans le même système, on n'a rien à, mais laissez le Gret. Voilà, arrêtez de faire semblant. Effectivement. Samy, je ne sais pas si tu as quelque chose à rajouter, mais de toute façon, on va laisser maintenant l'audit qui devait être de base pour début février. Et finalement, l'audit sera pour fin janvier, en tout cas les résultats de l'audit. Donc, on aura plus d'éléments d'ici la fin du mois. Et donc, c'est Philippe Diallo qui prend l'intérim, le vice-président de la FFF. En attendant, Diallo qui était vice-président et qui évidemment qui a un anti-système qui est reconnu. Hein. Il en savait rien de tout ça. Non, ben non, il était que vice-président, il ne savait pas tout ce qui se passait. Ah oui. Effectivement, beaucoup de non-dits. Samy, tu veux le mot de la fin? Non, bah moi, voilà, moi j'ai dit ce que j'avais à dire. T'es d'accord? T'es content? T'es content que Deschamps ait été maintenu pour son contrat jusqu'en 2026 alors que c'était prévu en 2024? En plus, tu connais ma réponse. Tu veux que je me fasse fumer avant qu'on fasse ça? Ouais. Tu t'es dit, j'ai pris cher aujourd'hui. Hein. Je me suis bien fait fumer. Après, moi, je suis bon délire, donc il n'y a aucun problème. Alors oui, cool. D'ailleurs, je rappelle aux gens un bon dialogue, etc. On échange avec vous. Mais il ne faut pas que ça dépasse. Ouais, non, mais ça, franchement, ça va. Il n'y a pas eu d'insulte. Il n'y a pas eu d'insulte. Quand je dis j'ai pris cher, c'est qu'ils ont le droit de chambrer. T'as mis un bisounours. Ouais. Il n'y a pas de problème, mais c'est fait pour ça. Non, mais ça va. Ça a été dans le chat, mais voilà. Ouais, tranquille. Non, mais même moi, ça me fait rire. Non, mais même moi, ça me fait rire, franchement. Non, parce qu'en plus, tu le sais. Ouais, je le sais. Oh, mais tranquille. Vous me connaissez, moi, il n'y a aucun souci. On est ensemble fort et déjà, on supporte tous le même club. Donc, quoi qu'il arrive, on est ensemble. Mais c'est vrai que pour Deschamps, oui, moi, je parle du point de vue sportif. Et après, sur les affaires, ce qu'on peut lui reprocher, c'est de fermer les yeux. Parce que je pense qu'il sait que. Voilà, parce qu'il n'est pas dans les affaires. Il n'y a pas de casserole, il n'y a pas de. Après, on peut critiquer Deschamps sur machin, qui manque, il a une personnalité atypique et tout, il n'y a pas de souci, mais il n'est pas dans les affaires sales. Juste, il a fermé les yeux, parce que je pense qu'il sait que le Gret a ce comportement et a fait ces choses négatives. Donc, on peut lui reprocher ça, mais moi, je vais parler du sportif, tu vois, pour rester dans le sportif. Moi, j'ai trouvé que tu le prolonges ou que tu le prolonges pas, moi, les deux situations m'allaient. On était d'accord pour repartir sur un nouveau cycle, pourquoi pas. Mais je trouve que, encore une fois, moi, j'ai un rapport à la compétence et aux résultats qui sont. Enfin, moi, je trouve que ça doit être primordial quand on juge ton travail. Et même s'il y avait beaucoup de gens qui disaient oui, mais on associe Deschamps à la gagne, mais il a gagné qu'une seule compétition sur les 5 qu'il a faites. C'est vrai, c'est réel, mais il a amené la France 3 fois en finale sur 5. Parce qu'on ne peut pas toujours gagner à la fin. Regardez le Brésil qui n'a pas joué de finale de Coupe du Monde depuis 2002. L'Argentine qui avait attendu 30 ans pour jouer une finale de Coupe du Monde. On ne se rend pas compte de l'impact et de la performance de ce qu'a réalisé l'équipe de France. Certes, l'équipe de France n'a pas gagné cette finale de Coupe du Monde, mais l'amener 2 fois en finale de Coupe du Monde, c'est une performance rare. Et je trouve que sur le terrain, même si on n'aime pas sa façon de jouer, même si on n'aime pas sa philosophie, je trouve que dans les résultats et dans les compétences, il méritait d'être prolongé. Je veux dire, c'est pas choquant.
En tout cas, ça méritait pas cette vague. Je parle encore une fois que du côté sportif. Cette vague de contestation. Je trouvais que oui, c'était quand même logique. Le Boug, il nous envoie 2 fois de suite en finale de Coupe du Monde, il nous fait une finale d'Euro. C'est quand même assez sympathique, quoi. Bon voilà, je vois les commentaires. Juan Bernardo qui dit non mais Samy c'est un grand rêveur et un mec cool. Riles 1988 qui dit tu nous as saoulé mais avec tout notre respect. Après, on est ensemble, c'est cool. Il y a Dédé 1977 qui dit on t'aime Samy. Voilà. Moi aussi, vous m'avez fait rire, franchement. Et j'ai bien aimé la ref à Mister V sur le Grey. Il a dit voilà, c'est pas moi. Ah ouais, franchement, c'est. Il a dit voilà, c'est la street, c'est bon, c'est validé. Il a dit voilà, c'est bon. En plus, il a dit, je jure sur vos têtes. Ouais, c'est un ouf. Non, mais extraordinaire. Meilleur défense au monde. Et il y en a qui nous parlent de Mousse, etc., qui est absent aujourd'hui. Effectivement, Mousse qui ne pouvait pas être présent avec nous aujourd'hui, qui sera de retour très très rapidement dans le podcast. Également Nicolas Puravo, qui devait être avec nous, mais qui a une galère avec le boulot et qui n'a pas pu être avec nous aujourd'hui. Mais voilà, vous aviez du très très lourd avec Yacine et Samy. Et je voulais quand même dédier ce podcast à un joueur qui a défendu le club du Paris Saint-Germain, qui est décédé à l'âge de 40 ans, Modeste Mbami, qui est décédé donc des suites d'une crise cardiaque passée par le Paris Saint-Germain entre 2003 et 2006, le Camerounais qui est donc décédé très très furtivement. Et on adresse toutes nos condoléances à sa famille et à ses proches. Et on a une grosse pensée pour Modeste Mbami. Yacine? Il y a aussi un ancien membre de la cellule médicale qui est resté longtemps au club. J'ai oublié son nom. Je suis désolé, j'ai essayé de le chercher, j'ai oublié. Qui est aussi décédé et qui a fait partie de la cellule médicale du PSG pendant très très longtemps. Un historique du club, voilà, qui est aussi parti. Donc, les condoléances à sa famille. Et on lui a dédié également aussi ce podcast. Merci à vous deux d'avoir été avec moi pour revenir sur ce PSG Angers et puis sur ces affaires concernant Noël Le Graët. Évidemment, on suivra ça et on en reparlera dans le podcast. Merci à vous tous d'avoir été présents avec nous aussi nombreux sur le live Twitch. Encore une fois, continuez à réagir. Abonnez-vous à la chaîne de Twitch et à la chaîne YouTube. Le podcast sera rapidement disponible sur YouTube et puis sur les plateformes de podcast, Apple Podcast, Spotify, Deezer. Yacine? Ouais, petite annonce, lundi, parce qu'on ne peut pas faire les deux en même temps, on va tester le live sur YouTube, donc on vous prévient à l'avance. C'est pour voir un peu le meilleur support, là où ça fonctionne le mieux, tout ça. Donc on n'abandonne pas Twitch, on fait des tests et lundi, après Rennes PSG, donc on devrait faire le podcast autour de midi et le live par contre sera sur YouTube. Voilà, pour que les gens se connectent bien. Donc on mettra un rappel sur Twitter, on mettra évidemment un lien pour venir nous rejoindre. On a aussi des abonnés sur YouTube qui ne sont pas encore sur Twitch, qui n'ont pas Twitch, qui sont un peu plus âgés, c'est pas la même génération. Donc, voilà. Effectivement, tu as raison Yacine de le rappeler. Donc ça sera lundi aux alentours de midi sur YouTube, le live YouTube pour tester aussi parce qu'il y en a beaucoup de monde d'abonnés présents sur YouTube. Merci Samy, merci Yacine et merci à vous d'avoir été présents. On se donne rendez-vous pour le prochain podcast pour débriefer ce match face à Rennes. Salut à tous, ciao. Ciao. Ciao les gars.